tout le monde et bienvenue dans ce live. J'ai complètement oublié de régler le live avant de commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans ce live. Ça, je viens de le dire par exemple. Comment ça va vous en ce samedi? Désolé, on commence un tout petit peu en retard. J'étais un peu distrait avant le début du live, mais on est parti. On va faire un recap si vous voulez bien tous ensemble de 205 Live d'abord, NXT UK ensuite et SmackDown, enfin. Donc nous allons commencer par 205 Live, et c'est parti. Nous avons commencé avec un 8-man tag, un match 4 contre 4, entre Kurt Stallion, Jake Atlas, Ashanti The Adonis et Mansoor. Mansoor a toujours la musique qui me fait le plus popper de, de tout le roster de 205 Live. Je suis à fond dedans à chaque fois. Contre Bully Rise. La super faction composée des gars d'Ever-Rise, les frénétiques francophones et des Bollywood Boys. Pas vraiment d'intérêt. C'est un match sans conséquence, c'est un match un peu sympa. C'était sûr que les Bully Rise allaient perdre parce que c'est ce qu'ils font, ils perdent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné la victoire à Kurt Stallion. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, je me suis fait surprendre. Je sais qu'il ne faut pas que je le dise le chat, mais là, vous êtes 17. Je me dis, je peux lire un peu le chat. Et je vois bisous transmissibles par voie orale à Jérémy. C'est quelqu'un que je connais. Oui, c'est Knurfef, d'accord. Jérémy n'est pas là. Jérémy ne regarde probablement pas le live. Il ne regardera probablement pas le replay. Donc, si tu veux lui faire des bisous, c'est pas par là qu'il faut passer. Je suis désolé. Donc, c'est intéressant, pardon, excusez-moi pour ceux qui regardent le replay. C'est intéressant pour qu'ils aient fait gagner Kurt Stallion parce que ils ont fait gagner un Fatal 5-Way à Kurt Stallion pour avoir un match pour le titre Cruiserweight. Ensuite, ils l'ont oublié pendant des mois et quand il a fini par avoir son match, alors que je croyais qu'ils avaient complètement laissé tomber cette histoire, quand il a fini par avoir son match, il s'est fait laminer par Santos Escobar de façon clean, enfin voilà, décisive, c'est-à-dire bon, on l'a fait. Moi, j'avais vraiment ressenti ça comme bon, on l'a fait gagner pour le faire devenir aspirant numéro 1 au titre. C'était une erreur. On refera pas ça. C'était pas une bonne idée. Donc je suis content de voir qu'ils ont changé d'avis et qu'ils ont toujours l'intention de pusher un peu Kurt Stallion, de présenter comme Kurt Stallion comme un grand, voilà, un main eventer dans cette division poids léger de NXT. Merci beaucoup à Ronflex333 pour les bits. 50 bits, ça commence à faire un sacré scénario. Ensuite, nous avons eu un court segment où Auguste Grey, qui avait volé les chaînes en or de Ariya Daivari, souvenez-vous, la semaine dernière, il était en train de parader avec une super blague. Eh, vous savez, qu'est-ce que j'ai toujours sur ma playlist? 2 Chainz. Ah si, c'est marrant. Merci beaucoup pour l'abonnement, mais dis donc, vous êtes en feu là, parce que je viens de voir que quelqu'un a partagé, LVV m'a hébergé avec 8 spectateurs, et Jack Blaze 3107 s'est abonné avec son Prime. Merci beaucoup à toi, bonne grosse ambiance aujourd'hui. Donc, Auguste Grey était en train de parader avec les chaînes en or d'Ariya Daivari, quand Ariya Daivari arrive et lui pète la gueule, et il y a Tony Nese, le partenaire par équipe de Daivari, qui arrive et qui fait « Non mais attends, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais ?» Laisse-moi le tenir pour toi, ça va être plus simple. Et voilà, ça m'a fait rire. J'ai mis C+ à ce segment-là. Un peu, voilà, sans conséquence, mais rigolo. Et enfin, on a eu le main event, donc Auguste Grey contre Ariya Daivari. Tony Nese s'est évidemment installé à la table des commentateurs. Globalement, c'était un match équilibré jusqu'à ce que Tony Nese provoque Auguste Grey en lui montrant les chiens, en lui disant « Ah, tu te rappelles qu'on t'a pété la gueule plus tôt dans la journée ?» Et Ariya Daivari a profité de la distraction pour attaquer Auguste Grey et voler la victoire. J'ai mis B- à ce match-là. C'est un peu le problème de 205 Live. Avant, leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas de storyline. Maintenant, leur problème, c'est qu'ils ont une storyline et elle avance pas. Ariya Daivari et Tony Nese veulent en mettre plein la gueule aux nouvelles recrues de 205 Live. Ce serait bien que ça aille quelque part. Ce serait bien qu'il y ait un match de PPV prévu pour ça ou un match conclusif, quelque chose, quoi, qu'on se dirige vers quelque chose. Ou que des nouveaux venus rejoignent Tony Nese et Daivari dans une faction, je sais pas, mais qu'on aille quelque part. Ce serait chouette. On va passer au tableau si vous le voulez bien. Si vous êtes abonné, vous pouvez utiliser l'emote perso bonjour tableau. J'ai mis, donc je vous ai déjà dit les notes que j'ai mises, on va juste les rentrer dans le tableau. Nous avons donc C+ pour
plein de monde. C'est plus pour Jake Atlas, Kurt Stallion, Ashanti Adonis et Mansour contre Sunil Singh, Samir Singh, Matt Martel et Chase Parker. Je vais regarder très vite fait qui il faut que je remercie. Merci beaucoup, The Inside Games, qui a pris un abonnement pour une durée de 3 mois. Et nous avons quelqu'un qui a l'intention de rester fidèle. Et ça, c'est beau. La fidélité, c'est quelque chose qui se perd de nos jours. C'est pas un message caché à qui que ce soit. Je me rends compte que ça peut être très très mal pris, cette histoire. 13, j'ai essayé de faire une blague, et puis j'ai pas trouvé de blague. Du coup, j'ai dit une connerie, et puis c'était une connerie. Ouais. B- pour Auguste. Quand je suis embarrassé, je parle plus fort. Auguste Gray et Aria Daivari avec Tony Nis dans un rôle secondaire. Et nous allons attribuer nos points bonus, évidemment. Dernier rappel, si vous avez un message à faire passer sur 205 Live, personne n'a jamais rien à dire sur 205 Live, mais on ne sait jamais. Si vous avez envie de mettre votre message en avant pour 380 cloches, pour que je lise vos messages concernant 205 Live, vous le pouvions. J'ai mis 3 points à Auguste Gray. Je te remercie dans une seconde. Non, j'ai mis 3 points à Aria Daivari. J'étais en train de me dire, ça colle pas. J'ai mis 2 points à Kurt Stallion. Ah, j'ai oublié de prédécouper ses points. Et j'ai mis 1 point à Tony Nis. Pourquoi j'ai mis Drew Gulak? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Un peu distrait, moi. Et 1 point pour Tony Nis, pardon. Tony Nis, il est... Je sens que j'ai fait de la merde avec mon tableau. Tony Nis, il est là. Ok. Non, je crois que j'ai juste pensé à mettre en avant le premier, mais pas les deux autres. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Voilà. On repasse à hop là. Et je regarde si vous avez des messages concernant 205 Live. Généralement, vous en avez pas. Je me fais pas trop d'illusions. Hop là. Et... Mon Dieu! Val022002 vient de briser la série d'invincibilité de pas de questions. Vient de briser la streak des pas de questions. Val022002, vous êtes en feu aujourd'hui. Val022002 me demande, est-ce que 205 est bien? Ça dépend vraiment. Généralement, c'est un peu inconséquent. Voilà, les matchs sont bien, mais ça suffit pas. Faudrait qu'il y ait plus d'histoire, faudrait qu'il y ait. J'aime bien le regarder. Voilà, on va dire ça comme ça. J'aime bien regarder. Mais j'aime bien regarder Raw, qui est la pire émission que je regarde dans la semaine. Donc ça veut pas dire grand chose. Petit passage où je remercie les gens parce qu'il se passe plein de choses là. Il y a notamment John Simon qui s'est abonné avec Prime. Nous avons commencé un train de la hype. Je sais, j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais voilà. Et Caroline m'a envoyé 100 bits. Merci beaucoup pour toutes ces bits, Caroline. Ah, et je vois que quelqu'un d'autre m'a posé une question sur 205 Live. Décidément, c'est la journée. C'est la folie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la folie. DP d'Archangel 13. DP d'Archangel 13, il y a quelque chose qui... Est-ce que 205 Live peut devenir une nouvelle branche indépendante? Non, s'il y a une branche qui est pas indépendante du tout, qui est même 100% dépendante, c'est 205 Live qui est dépendante du roster de NXT. Donc, je ne pense pas. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que tu veux dire par indépendant. Le truc, il appartient à la WWE, c'est genre, le texto, le truc le moins indépendant du monde. 205 Live est le truc le moins indépendant du monde. Voilà, voilà. Merci pour vos questions, merci de vous intéresser à 205 Live. Et nous allons passer à NXT UK. NXT UK qui s'est ouvert sur un match de Chas Samuels contre A-Kid. Chas Samuels qui a gueulé pendant tout le match parce que c'est ce qu'il fait, c'est son truc, c'est son... Écoutez, il n'y a absolument aucun problème à ça. Et donc c'était un match selon les règles, j'ai oublié le nom des règles, mais globalement c'est un truc traditionnel anglais que je suis sûr quelqu'un va me préciser dans le chat. Les matchs pour gagner le Heritage Cup, la coupe de l'héritage que vous voyez là, ce sont des matchs en 5 ou 6 manches, je crois que c'est 5 manches. 5 manches de 3 minutes avec des pauses de 10 secondes je crois entre chaque manche ou des pauses de 20 secondes, bref. 5 manches de 3 minutes et c'est au meilleur des 3 manches. Et j'aime beaucoup ces matchs-là parce que ça permet de raconter une histoire. Il y a vraiment une facilité d'insérer un scénario que je trouve vraiment très très chouette. En l'occurrence, Chas Samuels a gagné 1 point dès le premier round avec son Butcher's Hook, donc sa prise de soumission au niveau du bras. Je vais regarder, excusez-moi, je vais ouvrir mon dossier, j'aurais dû le faire avant. Je vais ouvrir mon dossier où j'ai mes images, comme ça je pourrais savoir... Non, ça c'est les images du point de culture, ça n'a rien à voir. Mon dossier avec les images pour voir quand est-ce qu'il faut que je passe à l'image suivante.
Non, c'est ça. Je me demandais si j'avais une image du Butcher's Hook, mais j'en ai pas. Bon, globalement, il t'attrape comme ça, puis il te met le bras comme ça. A-Kid a réussi à faire un tombé dans le 3e round, et du coup, au 4e round, voilà, il y a comment dirais-je, l'adrénaline du match, elle est là, quoi. C'est-à-dire, les deux se sont vaincus. Là où le match a été intéressant, l'histoire qu'ils ont racontée, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, l'histoire qu'ils ont racontée, c'est que pendant tout le match, Chas Samuels a essayé de porter son Butcher's Hook, et du coup, A-Kid savait quoi éviter. Et du coup, à la fin, A-Kid a gagné avec, je crois que sa prise de finition s'appelle Luma Plata, mais je ne suis pas sûr du tout. C'est une prise de soumission où globalement, il attrape les 2 bras de son adversaire avec ses jambes. C'est un genre d'octopus stretch. Et ça a l'air de faire. C'est le genre de prise dans laquelle j'aimerais pas me trouver. Il n'y a pas beaucoup de prises dans laquelle j'aimerais me trouver, mais celle-là, vraiment, ça a fond. Et voilà. Et du coup, vu que Chas Samuels a été surpris par cette prise-là, il a abandonné. Et A-Kid a conservé son titre. J'ai mis B+ à ce match-là. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Très très chouette d'ailleurs, vous avez une emote perso très très chouette. Ensuite on nous a montré une vidéo pour nous résumer la rivalité entre Rampage Brown et Joe Coffey avec des images d'avant la WWE pour dire qu'ils se connaissent d'avant. On a notamment eu des avis de William Regal, qui est le general manager de NXT, mais qui est anglais, l'avis de Drew McIntyre, qui est évidemment écossais, l'avis de Sheamus, qui est irlandais. Donc tous les représentants britanniques à la WWE ont parlé de ces gars-là pour dire que c'était le top de ce que le catch britannique a à offrir. J'ai trouvé ça un petit peu cool, ça les a vraiment mis en avant. Ensuite, on a eu une vidéo pour nous rappeler que Walter est toujours là et qu'il a toujours l'intention de te péter la gueule si tu manques de respect au catch. Bon à savoir, j'ai pas l'intention de manquer de respect au catch, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Désolé. Ensuite, on a eu, alors, je vois Josh Morrell sur le ring et je me dis, ah Josh Morrell, contre qui tu vas perdre aujourd'hui? Et c'était ça, c'est-à-dire que Josh Morrell il sert littéralement à ça, il sert à mettre son adversaire en avant. Et cette semaine c'était Ben Carter. Et au moins le match a été agréable à regarder. Ils sont tous les deux très agiles, très rapides. C'était sympa. Ben Carter a gagné avec un frog splash. J'ai pas grand chose de plus à dire. Ensuite on a eu la conférence de presse avec Kaylee Ray, Meiko Satomura et Sid Scala qui est là et qui est désolé d'être là. Donc ça va être un match, elles vont avoir un match dans 2 semaines pour le titre féminin de NXT UK de Kaylee Ray. J'ai noté parce que je trouve ça génial. On demande à Meiko Satomura pourquoi elle a accepté d'affronter Kaylee Ray. J'ai trouvé la question très tendancieuse, c'est-à-dire qu'on a demandé à Meiko Satomura, Kaylee Ray a dit qu'elle voulait affronter les meilleures catcheuses du monde. Pourquoi vous avez répondu? Je me suis dit, waouh, toi tu vis dangereusement, toi. Elle répond que Kaylee Ray prétend être championne, mais se prétendre championne sans l'avoir affrontée, c'est penser petit. Elle va lui apprendre ce que c'est qu'une vraie championne. Je suis tellement hypé, Meiko Satomura j'espère qu'elle va gagner, mais on parlera de ça tout à l'heure. Kaylee Ray dit que Meiko Satomura est exactement ce qu'elle espérait quand elle a défié les meilleures catcheuses du monde. Si elle veut être la meilleure, elle doit la battre. On demande à Meiko comment elle se sent quelques semaines avant le match. Elle dit qu'elle se sent forte, il n'y a qu'à la regarder. Et c'est très vrai, je veux dire, autant, mettons tu connais pas du tout le catch, mettons tu connais pas du tout le concept. Et je te dis, là c'est une conférence avec 2 catcheuses et un general manager au milieu. Il est désolé. Kaylee Ray, elle va me péter les dents, elle va me faire mal. Si jamais je lui charge les noix, ça va me défoncer la gueule. Meiko Satomura, elle va me tuer. Elle va me tuer de 3 façons différentes en 10 secondes. Mais c'est vrai que Meiko Satomura a l'air infiniment plus legit que Kaylee Ray, qui a déjà l'air bien legit. Kaylee Ray rappelle son palmarès, elle rappelle qu'elle est celle qui a tenu le titre NXT UK pendant le plus longtemps, elle rappelle tout ce qu'elle a fait. Dans 2 semaines, c'est la collision, et j'espère que Meiko Satomura va gagner, parce que, alors, c'est une ancienne Meiko Satomura, mais vraiment, sur la scène mondiale, sur la scène internationale, à la WWE, on l'a vu catcher 3 matchs lors du Mae Young Classic d'il y a 2 ans ou 3 ans. Certes, elle est vieille, mais certes, elle est plus expérimentée que la plupart des catcheuses de NXT UK et de la WWE d'une façon générale. Mais ça rafraîchirait énormément le titre de NXT UK d'avoir une championne aussi forte au sommet de la division.
Et en plus, quand elles s'affronteront, ce sera le deuxième match de Meiko Satomura à NXT UK. Jusque-là, Meiko Satomura, elle a une victoire contre Ayla Dawn. Presque toutes les catcheuses de NXT UK ont une victoire contre Ayla Dawn, ça veut rien dire. Si Meiko Satomura perd son deuxième match, ça va ralentir son élan, mais alors, pouf, très abruptement. Donc, j'espère qu'elle va gagner. Ensuite, nous avons eu une vidéo qui nous rappelle la rivalité entre Nina Samuels et Xia Brookside. Donc, je vous rappelle que Nina estime que Xia Brookside n'est bonne qu'à porter ses valises. Elle s'affronte la semaine prochaine, sauf erreur de ma part. Ensuite, on a une courte interview de Tyler Bate qui marche un peu dehors pour s'aérer la tête, qui dit que c'est aussi important pour lui que de s'entraîner à l'intérieur du Performance Center. Et il a dit qu'il est prêt pour son prochain défi. Cool! J'ai hâte de voir son prochain défi. Je pense que ça sera Rampage Brown. Ensuite, nous avons eu un match Aliyah James contre Dani Luna. Bon, vu qu'on a eu une vidéo pour nous présenter Dani Luna la semaine dernière, ça a un peu gâché le suspense du match. Et je dis suspense au sens un peu large parce que Dani Luna, elle est dans le bas du panier de la division féminine depuis longtemps. Et Aliyah James est dans le bas du panier de la division féminine depuis moins longtemps. Donc je pense que ça va être une façon pour Dani Luna de monter en grade. C'est-à-dire c'était une façon de nous présenter Dani Luna comme elle a progressé, maintenant elle est meilleure, regardez, elle est capable de battre le rôle qu'elle avait il y a encore quelques mois. De bons mois, facilement un an et demi. Et l'histoire du match, c'était l'histoire classique de la rapidité et l'agilité contre la force. La force a gagné. Dani Luna est une comment dirais-je, est une ancienne haltérophile. La fin était très chouette. Est-ce que j'ai noté la fin? Je me rappelle qu'elle était cool. Oui, Aliyah James a tenté un springboard crossbody. Alors springboard, ça veut dire que t'es sur les abords du ring et tu sautes sur la troisième corde pour sauter sur ton adversaire. Crossbody, ça veut dire tu fais une croix avec ton corps sur le corps de l'adversaire, donc tu fais you comme ça. Tu te mets à l'horizontale pour faire tomber l'adversaire. On aura l'occasion de parler de crossbody dans le replay de SmackDown. À un moment où je vais râler. Si vous aimez me voir râler, restez, ça va être salé. Donc voilà, elle a tenté ça, mais évidemment, Dani Luna l'a attrapé, l'a mis en position de powerbomb et l'a planté dans le sol pour remporter le match. On y retourne. Ensuite, nous avons eu globalement, Ginny et Joseph Connors nous rappellent que la rivalité avec Piper Niven, enfin entre Piper Niven et Ginny continue. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ils l'ont menacé, quoi. C'était pas très intéressant, pas très édifiant, pas très, voilà. Je vois que Wistou, il demande qui prend les questions, mais je vois que Gregory Sly lui a répondu, donc c'est parfait. Et ensuite, nous avons eu le main event, Joe Coffey contre Rampage Brown. Ils ont vraiment bien construit le match. Il y avait les enjeux, quoi. Il y avait les enjeux. Rampage Brown est arrivé à NXT UK il y a quelques mois. Et il est toujours invaincu, et à chaque fois il affronte des adversaires plus forts. Le dernier c'était Dave Mastiff qui est solidement ancré dans le haut du mid-card. Et là il affronte Joe Coffey qui est en haut du mid-card, sinon en bas du main event. C'est-à-dire Joe Coffey c'est un peu le gardien est-ce qu'on dit ça en français? Le gardien du portail, le gardien de la porte. Bref, celui qui est là pour dire si tu arrives à me battre, tu es vraiment t'es vraiment un adversaire à prendre très, très au sérieux. Merci beaucoup Xopowa pour ton abonnement. C'est une pluie d'abonnements en ce moment. C'est vraiment cool parce que j'ai besoin que vous me souteniez. Je me lance un peu à l'aveuglette dans ce projet et j'y mets beaucoup de temps, j'y mets beaucoup de passion. Et voir que vous me soutenez, c'est vraiment très bon pour moi. Merci beaucoup. Mais j'ai du mal avec Rampage Brown. Parce que quand un catcheur arrive et qu'il est présenté comme le big deal, quoi, pas l'émission, l'expression anglaise. Quand il est présenté comme le futur de la division, quand il est présenté comme dans une série d'invincibilité, ça marche très rarement parce que ça fait très waouh, il est fort, regardez comme il est fort, vous l'aimez parce qu'il est fort, hein, il est fort ou bien? Ça a marché avec Brock Lesnar quand il est arrivé à la WWE. Évidemment, ça a marché avec Goldberg. Mais là, récemment, vous voyez, avec Karrion Kross, par exemple, ça n'a pas marché à NXT pour moi. J'ai trouvé qu'il était trop... Waouh, il est fort!
Maintenant, je commence à m'y faire à Karrion Kross. Je commence à me faire à son personnage parce que il fait plus de promos. Il commence à, je cerne mieux son personnage et j'aime bien son personnage. Rampage Brown, pour l'instant, pour moi, il a vraiment pas de personnage en dehors de, je suis fort. Et du coup, ça passe moyen. Mais pour le coup, l'intensité du match était vraiment, vraiment là. Joe Coffey a failli gagner avec un Glasgow send-off. Hey, regardez ça comme je joue, hein? Parce que sinon, il n'y avait que la photo. Et la photo, je trouvais qu'elle n'était pas claire. Mais là, globalement, on comprend que c'est Joe Coffey qui est parti du coin pour aller planter son épaule dans Rampage Brown. Ça, c'est un Glasgow send-off. Donc voilà, moi, ça me fait rire. Bref, il a failli gagner avec un Glasgow send-off. Mais Rampage Brown a coulé hors du ring. C'est-à-dire que, évidemment, Rampage Brown est tombé. Puis ensuite, il a roulé en dehors du ring pour éviter que Joe Coffey fasse le tomber parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir s'en sortir. Joe Coffey s'est dit, tu sais quoi, je m'en fous, il est sorti du ring et il a essayé de faire un deuxième Glasgow send-off mais à l'extérieur du ring, mais Rampage Brown l'a esquivé et Joe Coffey s'est jeté l'épaule la première dans... Ah, on voit pas les escaliers sur la photo, mais globalement là, ici, il y a les escaliers du bord du ring et voilà, Joe Coffey, il a mis tout son cœur dans de l'acier et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, à partir de là, ça a commencé à devenir difficile pour Joe Coffey. Rampage Brown a réussi à contrer un... comment s'appelle sa prise de finition, Joe Coffey? All the best for the bells. Rampage Brown a réussi à contrer un All the best for the bells, qui est un discus lariat. Hein, globalement, il tourne sur lui-même et puis il fait un coup de la corde à linge. Enfin, il fait un coup de... C'est pas l'avant-bras, ça c'est le bras. Bref, coup de la corde à linge. C'est ça l'avant-bras. Non, ça c'est l'avant-bras. Oh putain, je suis très mauvais. Bref, il a réussi à contrer avec un Dr Bomb, sa prise de finition à lui pour remporter le match. Et après le match, ils se sont serrés la main parce que l'esprit sportif, c'est important. Voilà. Et j'ai mis un B+, à ce match-là. Et globalement, NXT UK a été encore une fois très bon cette semaine. J'ai mis B+, à tout le show en moyenne. Je vais remplir le tableau concernant NXT UK et vous allez pouvoir mettre vos messages en avant enfin, vous savez quoi faire, vous savez comment ça marche. Donc allons-y, j'ai mis B+, à Shassa Mules. Je me retiens très fort parce que vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les running gags. C'est un de mes petits péchés mignons, j'aime beaucoup les running gags. Et à chaque fois que je dis Shassa Mules, j'ai envie de gueuler à la façon de lui. Je me retiens très très fort de le faire à chaque fois. Je me mets un petit marqueur bleu pour dire que c'était un match de championnat, parce que moi ça m'aide pour mes autres stats, celles que vous ne voyez pas. Josh Morrell contre Ben Carter, je lui ai mis C+, comme je vous l'ai dit. Josh Morrell c'est un jobber, il va être en bas, voilà. Contre Ben Carter, il va être ici, Ensuite, j'ai mis B à Kaylee Ray et Meiko Satomura. Ici, avec Sid Scala qui est désolé, faut pas l'oublier. Hop là, et ici. Je le mets dans un rôle secondaire parce qu'il a un peu transparent, Sid Scala quand même. Alea James contre Dani Luna, je lui ai mis C+, comme je vous l'ai dit. Alea James, elle est là contre Dani Luna qui est ici. Et j'ai mis B+, à Joe Coffey contre Rampage Brown. Allons-y. Joe Coffey est ici. Rampage Brown est ici. Et enfin, nous allons attribuer les points bonus. Dernier appel pour les questions concernant NXT UK. Après ça, on ne les prend plus. J'ai mis 3 points à A-Kid qui a conservé son titre. El Niño Anonimo. J'ai mis 2 points à Rampage Brown qui a remporté le main event et qui continue d'être vraiment très très fort. Et j'ai mis 1 point à Joe Coffey qui a sacrifié son épaule pour la bonne cause. Fantastique. On revient à NXT UK et je vais répondre à vos questions qui sont généralement relativement peu nombreuses aussi, mais généralement il y en a quand même quelques-unes. Et en l'occurrence, il y en a 2. Genre NXT me dit, NXT Dublin est-il toujours maintenu? J'ai un défaut, j'ai tendance à être très sarcastique et autant des fois ça fait rire des gens. Moi je sais que c'est le genre d'humour qui me fait beaucoup rire.
mais je sais que ça peut être désagréable pour les gens. Et j'ai 2 réponses qui me sont passées par la tête et je me suis dit, il peut mal le prendre, et ça aussi il peut mal le prendre. Ça explique pourquoi j'hésite à répondre à ta question. Le premier truc que j'ai hésité à te dire, c'est le mec, il est sur les bails de l'année dernière. NXT Dublin a été annulé l'année dernière. Et le deuxième truc que j'ai hésité à te dire, c'est est-ce que tu es au courant qu'il y a eu, comme qui dirait, un genre de grosse maladie à l'échelle du monde enfin bref, excuse-moi, c'est jamais très agréable. Non, bien sûr que non, qui n'est pas maintenu et Takeover Dublin, c'est le truc, il a été annulé il y a 1 an. Est-ce qu'ils vont le remettre sur les rails quand ils pourront à nouveau organiser des shows à NXT UK? Enfin, en Grande-Bretagne, j'en sais rien, j'en sais rien, mais pour l'instant, en tout cas, c'est annulé, mais c'est annulé de chez annulé depuis 1 an. Et Gulliver Channel me dit bien le bonjour Lynx, selon toi, est-ce que la Heritage Cup est une sorte d'équivalent à un titre secondaire pour NXT UK, une sorte de titre nord-américain pour la branche britannique? Je pense que c'est exactement ça, et je pense que c'est chouette qu'ils en ont une parce que ils ont un mid-card très varié, et comme ils aiment bien avoir un champion imbattable à la tête de la division, enfin à la tête de NXT UK, c'est bien que les autres catcheurs qui ont pu essayer d'affronter le champion, avant c'était Pete Dunne, maintenant c'est Walter qui a battu le record de longévité avec la ceinture de Pete Dunne cette semaine. Donc voilà, ça va faire bientôt 2 ans que Walter est champion. C'est bien que ceux qui ont déjà affronté Walter puissent faire autre chose sans se mettre dans une équipe qui voudrait pas dire grand chose, quoi. Donc ouais, non, je trouve que c'est bien, et pour moi c'est exactement ça. Pour moi, l'Heritage Cup est le titre secondaire de NXT UK. On va passer à SmackDown si vous le voulez bien, et ils le veulent bien. Alors, c'est parti pour SmackDown. C'est moins l'épisode de SmackDown de cette semaine. C'est moins, quoi. Ça a fait le taf. Ça m'a hypé pour ce week-end. Je vous rappelle, demain midi, on fait les pronostics de Elimination Chamber. Ça va être des pronostics complètement chaotiques. Il y a un match qui est annoncé alors qu'il y a une des 2 participantes qui est enceinte. On va voir ce qu'on fait, écoutez. Alors, ça a commencé avec Edge dans le ring. C'est frais parce que d'habitude, c'est Roman Reigns qui est dans le ring. Au début de SmackDown. Donc il nous rappelle ce qui va se passer ce week-end. Il nous rappelle qu'il va y avoir 2 matchs Elimination Chamber, notamment donc le match à SmackDown, c'est un match à 6. Le gagnant affronte Roman Reigns le soir même. Et à Raw, ce sera un match pour le titre de la WWE. Donc ça veut dire que le champion rentre dans l'Elimination Chamber, dont McIntyre, et il met son titre en jeu contre 5 autres gars. Edge résume ça comme... ouais, j'ai le choix entre 13 personnes à défier. Je dis non, t'as le choix entre 2 personnes à défier, les 2 gars qui seront champions en sortant d'Elimination Chamber. C'est-à-dire que si, admettons l'impossible, si Jeff Hardy perd le match de Raw, il fait plus partie des choix que Edge peut envisager pour WrestleMania. Bref, il est interrompu par Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman. Roman Reigns dit à Edge qu'il n'a pas le choix entre 13 gars. Il n'y a qu'un seul choix, lui. Et j'aime beaucoup cette dynamique entre Edge et Roman Reigns, parce que Roman Reigns dit que... Roman Reigns estime que le fait que Edge envisage de choisir un autre champion que lui, c'est déjà lui manquer de respect. Et Edge estime que si Roman Reigns... c'est déjà lui manquer de respect, parce que Roman Reigns est le main event de WrestleMania. Il n'y a pas d'autre main event de WrestleMania, et si Edge veut être dans le main event de WrestleMania, il n'y a qu'un seul choix. Et Edge lui répond, non, c'est le champion que je vais défier qui sera leur main event de WrestleMania. Et c'est ça qui te fout en rogne. C'est que t'as pas confiance en toi. T'as besoin que je te choisisse pour te valider toi-même comme le main event de WrestleMania. Et j'adore cette dynamique qu'ils ont entre eux. Je trouve ça vraiment très cool. Vraiment très très chouette. Je lis mes notes pour voir si j'oublie rien. Ouais, Edge dit que Roman Reigns est encore jeune et qu'il craque sous la pression, alors que Edge n'a même pas commencé à mettre toute la pression qu'il peut mettre sur Roman Reigns. S'il le choisit, il va y avoir beaucoup plus de pression sur lui. Est-ce qu'il peut la gérer? Là-dessus, Sami Zayn les interrompt. Sami Zayn qui sera dans le match côté SmackDown. Voilà. Sami Zayn qui commence à dire moi je vois parce que vous voyez pas que moi je peux gagner si je veux et si je gagne parce que vous me considérez pas. Et Jey Uso lui met un super kick dans la gueule. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Roman Reigns n'a pas regardé Sami Zayn une seule fois pendant toute la promo de Sami Zayn.
alors que Edge, par politesse, alternait entre Sami Zayn et Roman Reigns. Et la promo s'est terminée quand Roman Reigns s'est approché d'Edge, a mis ses 2 mains dans son dos. Les 2 mains dans le dos, ça fait très Walter. Walter est là en sous-texte dans toute cette histoire. Parce que vous m'avez entendu dire que c'est dommage que Edge ne parle pas de Walter comme un champion potentiel, mais il parle de Finn Balor et c'est déjà bien. Parce que traditionnellement, le vainqueur du Royal Rumble affronte soit le champion de Raw, soit le champion de SmackDown. Et ça s'arrête là. Alors qu'il y a 4 champions mondiaux à la WWE côté homme. Il y a le champion de SmackDown, le champion de Raw, le champion de NXT et le champion de NXT UK. Et je me suis dit, déjà, c'est bien qu'ils intègrent NXT là-dedans. Et sur Instagram, quelqu'un a dit à Edge, faut que t'arrêtes de pas te décider, de toute façon, on sait tous qui tu vas choisir, c'est évident. Et Edge a répondu, ouais, c'est évident que ça va être Walter. Je dis, ah, il en parle sur Insta, c'est déjà bien, j'adore Edge, j'adore, voilà. C'est bon, ça y est, je suis il m'a convaincu, c'est une bonne chose qu'Edge ait gagné le Rumble. J'ai changé d'avis. Enfin, j'ai changé d'avis. J'avais pas décidé si j'aimais bien ou pas, j'ai décidé, j'adore. Je sais plus pourquoi je parlais de tout ça. Ouais, c'est ça. Reigns s'approche d'Edge, met les mains dans son dos, dans son dos à lui, et il murmure un truc à l'oreille d'Edge. On sait pas ce que c'est et ils s'en vont. J'ai des grosses vibes de Lost in Translation, mais bon, je suis sûr que c'est pas très très gentil ce qu'il lui a dit. J'ai mis B- à ce segment parce que autant tout le côté Roman Reigns et Edge est vraiment très cool, mais l'intervention de Sami Zayn, ça montre vraiment, ça illustre vraiment les chances des autres gars dans l'Elimination Chamber. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez pas là, quoi, les gars. Sami Zayn, Cesaro, Daniel Bryan, King Corbin, Jey Uso et le dernier frère Marx dont personne ne se souvient, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance de sortir de l'Elimination Chamber avec le titre, d'après moi. Ensuite, on a eu un match Shinsuke Nakamura contre Apollo Crews. Biggie était au commentaire, il était sur un sofa avec un plat au micro-ondes sur une petite table en face de lui et une machine pour faire les bains de pied. C'était Biggie. Globalement, ce match a eu lieu parce que la semaine dernière, Biggie a dit à Apollo Crews je refuse de t'affronter pour le titre intercontinental. Je t'ai affronté déjà 3 fois, j'ai gagné 3 fois, c'est fini. Mais Apollo Crews refuse de lâcher le morceau. Ce sur quoi Biggie a dit envoyez-moi mon prochain challenger. Shinsuke Nakamura est arrivé et Apollo Crews a interrompu le match Biggie contre Shinsuke Nakamura. Donc là, on a eu un match Apollo Crews contre Shinsuke. Qui n'a pas duré longtemps du tout. Shinsuke Nakamura a fini par gagner avec un tombé rapide, donc j'ai mis C au match, dans le sens où ok, le match n'est pas ce qui est important, donc passons à ce qui est important. Après le match, évidemment, Apollo Crews, la mauvaise, et attaque Shinsuke Nakamura. Mais merci beaucoup pour ton abonnement, Ryuk et Lucifer, et merci beaucoup pour l'info. Donc, Apollo Crews agresse Shinsuke Nakamura, va chercher les escaliers en... Il dit escaliers en acier, ils sont pas en acier. Va chercher les escaliers en acier. Allez, disons en acier. Et fait mine de vouloir taper Shinsuke avec. Mais Biggie intervient et lui dit pose ces escaliers, c'est fini maintenant, rentre dans ta chambre, tu es puni, pas de sortie pour toi ce week-end, jeune homme. Apollo Crews fait mine de l'écouter, pose les escaliers, commence à s'en aller. Biggie va voir comment va Shinsuke Nakamura et évidemment, Apollo Crews récupère les escaliers et agresse Biggie avec. Après ça, il lance les escaliers dans le ring, il met Biggie dans le ring, il prend les escaliers, Biggie évidemment roule hors du ring pour pas s'en prendre plein la gueule. L'arbitre qui est sur le ring dit à Apollo Crews, bon, lâche les escaliers maintenant, tu vas lâcher les escaliers. Il n'y a que au catch qu'on peut lâcher les escaliers. Lâche les escaliers maintenant. Apollo Crews se dirige vers le fond du ring et jette les escaliers sur Biggie qui était donc descendu du ring, enfin sur Biggie. On n'a pas vu Biggie se prendre les escaliers, ils l'ont lancé à l'endroit où on a vu Biggie disparaître, donc on est censé penser que les escaliers sont tombés sur Biggie. Donc Apollo Crews a fini de consommer son heel turn, c'est un enfoiré, c'est bon, c'est acté, il n'y a pas de... Il n'y a plus le moindre doute là-dessus. Et j'ai mis B à ce segment-là. C pour le match, B pour la suite. Ensuite,
Seth Rollins est arrivé en disant que ce qui est arrivé à Biggie était une tragédie, parce que Biggie a été amené dans les coulisses sur un brancard, c'est ça le mot que je cherche. Donc Seth Rollins arrive et dit que ce qui est arrivé à Biggie est une tragédie, et il sait ce que c'est qu'une tragédie parce que la semaine dernière tout le monde a tourné son dos à Seth Rollins. Il a donc écrit une plainte avec son équipe d'avocats parce que son retour a été ruiné par une bande de losers, une bande de lâches qui avaient peur des millions de gens qui ont déjà accepté la vision. Embrace the Vision, c'est la nouvelle catchphrase de Seth Rollins, qui ont accepté la vision de lendemain meilleur, la vision d'un meilleur SmackDown, et le pire de ces lâches c'est Cesaro, parce qu'il a pris le retour de Seth Rollins et il a voulu en faire un événement autour de lui-même. Il a voulu tout ramener sur lui. Il a regardé Seth Rollins dans les yeux et il lui a dit, et il lui a manqué de respect. Simplement, il lui a dit qu'il n'avait pas changé. Alors, il n'est pas désolé de ce qu'il a fait à Cesaro la semaine dernière. Il lui a pété la gueule, globalement, la semaine dernière. Et il arrivera à tous ceux qui veulent se mettre sur le chemin de Seth Rollins, ce qui est arrivé à Cesaro. J'ai mis B- à cette promo. Je l'ai trouvé très chouette, très très chouette même. Le truc, c'est que je suis pas sûr de tout le côté, j'ai déposé une plainte. C'est le truc qui m'a un peu... J'ai travaillé avec mes avocats et on a déposé une plainte qu'on a envoyée à la WWE parce que je sais pas pourquoi ils ont pris cette route-là. Je ne sais pas. Mais sans ça, la promo était très sympa. Ensuite, on a vu Edge parler avec Kevin Owens en coulisses. Globalement, il lui a souhaité bonne chance pour ce week-end et lui a dit que ce serait cool de l'affronter à WrestleMania si jamais Kevin Owens gagne l'Elimination Chamber. Et ça a été leur façon à eux de présenter l'Elimination Chamber. C'est pour ça que ce live ou ce replay s'appelle comme ça. Edge, comment j'ai dit, Edge évalue la compétition. Ouais, c'est ça. Globalement, Edge est parti voir tous les participants de l'Elimination Chamber de SmackDown pour aller leur dire quelque chose. Et en l'occurrence, il a dit à Kevin Owens qu'il aimait bien son côté rebelle et qu'il se serait cool de l'affronter à WrestleMania. Et Kevin Owens a dit personnellement, je me projette pas jusqu'à WrestleMania, je me projette que jusqu'à l'Elimination Chamber. Il faut que je gagne ce match et il faut que je batte Roman Reigns. C'est l'idée fixe de Kevin Owens, c'est battre Roman Reigns. Ce qui est très chouette. Ensuite, Adam Pearce et Sonya Deville. On a vu Adam Pearce et Sonya Deville escorter Biggie jusqu'à une ambulance. Voilà, ça n'a pas apporté grand chose, mais ça nous a rappelé que la blessure de Biggie était sérieuse. Ensuite, on a eu le match Riot Squad contre Natalya et Tamina. Au début, ça me faisait sourire parce que Natalya et Tamina, c'est tellement pas une équipe que c'est n'importe quoi. Je vais pas résumer toutes les semaines pourquoi Natalya et Tamina c'est pas une équipe et pourquoi ça me fait rire, mais bon, voilà. Évidemment, Billie Kay a fini par intervenir parce que c'est l'histoire de Billie Kay. C'est l'histoire de toute cette division, enfin toute cette storyline là avec le Riot Squad, Natalya et Tamina, c'est l'histoire de Billie Kay. Et l'histoire de Billie Kay, c'est qu'elle était en équipe avec Peyton Royce avant, elle n'est plus en équipe avec elle et elle ne trouve plus sa place au sein de la division féminine par équipe. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a essayé de faire équipe avec Natalya, elle a essayé de faire équipe avec Tamina, elle a essayé d'être la manager de Natalya et Tamina, elle a essayé à plusieurs reprises d'être la manager du Riot Squad. Le Riot Squad, elles ont fini par en avoir plein le cul et par lui dire on n'a pas besoin de tes services, à chaque fois que tu viens, tes interventions font qu'on perd le match. C'est jamais de ta faute, mais on perd toujours le match quand tu es là. Donc évidemment, Billie Kay est intervenue. Cette fois-ci, elle avait les oreilles de chat de Natalya et un t-shirt de Tamina, donc j'étais d'accord. Donc ce coup-ci, elle est du côté des méchantes. Mais vraiment, elle est du côté de personne, elle essaie juste de trouver sa place. Tamina a gagné le match vraiment très très vite. Après quoi, Billie Kay est venue célébrer la victoire avec Natalya et Tamina. Et Tamina lui a mis un super kick dans la gueule. Et je suis assez content. J'ai mis C+, à ce match-là. Parce que, enfin, Natalya et Tamina ont une place dans cette histoire. C'est-à-dire, jusque-là, c'était un peu flou. On ne savait pas trop où ça allait. Natalya et Tamina, elles n'avaient aucune cohérence, aucune raison d'être. Là, ça y est, on a trouvé quelque chose. Natalya et Tamina sont les méchantes. Le Riot Squad, c'est les méchantes. C'est les antagonistes de l'histoire de Billie Kay. Et le Riot Squad, c'est celle qui... le fait que le Riot Squad perde, alors que là, ça, pour le coup, ça n'avait rien à voir avec Billie Kay, je vois Billie Kay être en équipe avec le Riot Squad à la fin. Et Natalya et Tamina servent de catalyseur à cette histoire-là. Ce que je trouve vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir la suite. Donc dans la suite de son parcours pour voir les membres de l'Elimination Chamber de ce week-end, Edge croise King Corbin dans le métro.
Je sais pas, j'avais commencé une phrase avec dans le, alors que... En coulisses, c'est ça que je voulais dire. Corbin lui dit que la prochaine fois qu'il croise un gars avec un costume à 10 000 balles et un... Alors, timepiece à 40 000. Timepiece, c'est un mot que je ne connaissais pas. Apparemment, c'est un mot vieilli pour désigner quoi que ce soit qui donne l'heure, en anglais. Timepiece. Je pouvais le déduire, quoi, mais je ne savais pas quel était le contexte du mot. Voilà, timepiece, c'est un mot qui existe, mais c'est un mot vieilli. Bref, un costume à 10 000 balles et un timepiece à 40 000 balles, il ferait mieux de se prosterner. Moi, je ferais mieux de lui dire, gère peut-être mieux ton argent, parce qu'un costume à 10 000 balles et une montre à 40 000 balles, bon... Edge se fout de sa gueule en disant que lui aussi a un truc qui donne l'heure, donc lui aussi a un timepiece. Il sort son téléphone et il dit hey, t'as vu? Voilà, hop, 18h04. En plus, il fait même les photos, hop là, il fait les mails, les textos, il fait tout. Tu devrais t'intéresser à ce genre de truc. C'était rigolo. Ah, c'était souriant. Ensuite, nous avons eu le Ding Dong Hello Show de Bayley, qui est donc le talk show de Bayley. Les invités du jour étaient Nia Jax et Shayna Baszler. Je vous préviens, on va passer en zone, voilà, en zone de turbulence salée. Est-ce qu'il y a un jeu de mots à faire là-dessus? En zone de turbulence salée. C'est quoi le nom savant du sel déjà? C'est sodium. Enfin, c'est sodium, c'est quelque chose de sodium, je sais plus. Bon, on cherchera les vannes en dehors des lives. Donc Nia Jax et Shayna Baszler sont les invités. Elles sont censées passer par la porte, mais elles n'arrivent pas à passer la porte parce qu'elles sont trop larges toutes les deux. C'est nul. Ensuite, elles disent du mal de Bianca Belair qui a gagné le Royal Rumble cette année, et elles disent surtout du mal de Sasha Banks, qui est donc la championne. Et Reginald interrompt Nia Jax et Shayna Baszler. Je vais mettre l'image suivante, elle spoil un peu tout le reste, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pour que ceux qui regardent pas le show voient à peu près de qui je parle. Donc Reginald, qui est le sommelier de Carmella. Vous ne voyez pas Carmella là? J'allais dire c'est normal. C'est normal parce qu'elle n'était pas dans le segment. C'est pas normal sinon. Bref, Reginald, donc le sommelier de Carmella. Carmella qui est la dernière rivale en date de Sasha Banks. Et Reginald commence à dire vous dites pas de mal de Sasha Banks. Et je me dis, mais quel est ton personnage? Qui es-tu? Bref, je vais pas m'énerver maintenant parce que sinon je vais m'énerver beaucoup trop plus tard. Elle dit, j'ai pris la citation parce que je trouve ça génial, elle dit que Sasha Banks est comme un château Lavigne de 96, bold et intemporel. Alors bold, ça veut dire courageux en anglais, mais la traduction dans le milieu œnologue, dans ce milieu-là, dans le milieu du vin, on traduit bold par gras. Je pense pas que l'idée c'est qu'il voulait dire que Sasha Banks était grasse et intemporelle. Bold, ça veut dire courageux. Donc c'est compliqué. Alors que Jax et Baszler, globalement, il leur a dit c'est du vin en cubi. Bon, ça m'a pas fait rire parce qu'en fait, ça m'a juste saoulé de voir Reginald. Je veux dire, reste avec Carmella. Pourquoi t'essayes absolument de séduire Sasha Banks? C'est quoi ton problème, Reginald? Surtout que Sasha Banks lui manque de respect autant que Carmella. Bref. Et il ajoute que si Sasha Banks et Bianca Belair faisaient équipe, Nia Jax et Shayna Baszler seraient d'anciennes championnes. Nia Jax commence à menacer Reginald. Sasha Banks intervient. Elle dit à Reginald de ne plus jamais parler pour elle. Reginald est le James Ellsworth de Sasha Banks. C'est le gars qui aimerait bien la choper, mais qui n'y arrive pas. Et elle se comporte comme une connasse envers lui. Parce que, mais vraiment, je vais faire mon deuil. Je vais accepter que Sasha Banks est une heel. Point quoi. Je veux dire, son rire là, c'est pas un truc de face, c'est un truc de heel. Je peux pas être en empathie avec quelqu'un qui se fout de la gueule de ses adversaires en faisant. Moi, je ne peux pas. Il y a quelque chose de viscéral, je ne peux pas. Elle dit que la division féminine tourne autour d'elle. Ça me donne tout à fait envie d'être. Non mais, elle est heel. Voilà, point. Elle est heel. Bianca Belair arrive évidemment. Elle a une phrase géniale. Elle dit que personne ne tourne autour d'elle. Les gens se font battre par elle. Yes. Ça c'est bon. Ça me fait sourire. C'est le petit passage où j'ai souri pendant tout cet enfer là. Reginald lui coupe la parole encore. Reginald, c'est son truc. Il coupe la parole des catcheuses pour dire
Ouais, mais tu ne battras pas Sasha Banks. Oh, tu ne battras pas. Même pas, tu battras pas Carmella, c'est fini. Son rapport avec Carmella, c'est son rapport. Sa relation, on va dire, avec Carmella, c'est fini. Je dis ça, mais non, c'est pas fini. Vous allez voir plus tard, on va faire c'est n'importe quoi. Et Reginald dit que qu'ils sont dans la même équipe, lui, Banks et Belair, et qu'ils devraient faire équipe contre Bayley, Nia Jax et Shayna Baszler. Donc j'ai mis D à ce segment. Et ensuite on est passé au match. Bianca Belair, Sasha Banks et Reginald contre Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley. Et dans ma tête, il n'y a qu'une seule babyface dans ce match, c'est Bianca Belair. Et tout l'intérêt du match, mais vraiment tout l'intérêt du match, c'était Reginald contre Nia Jax. C'est-à-dire que Nia Jax et Sasha Banks et Bianca Belair ne veulent pas faire équipe avec Reginald. Elles veulent même pas faire équipe toutes les deux. Shayna Baszler s'en fout complètement. Bayley, elle était juste là en train de faire son émission de talk show. Il n'y a que Jax qui a envie de péter la gueule à Reginald. C'est la seule raison d'être du match. Mais tout le monde joue le jeu. Ok, tout le monde joue. On est sur un 3 contre 3. D'ailleurs, Nia Jax en est vachement bien sortie pendant le match parce qu'elle a provoqué Reginald genre ah ouais, je suis du vin au cubi, moi. Moi, je suis du cubi. Je suis un vin, mais tellement cher, mec. Moi, ça m'a fait rire. Et alors que Nia Jax avait raté sa descente de la cuisse, parce que ça va être descente de la cuisse et tu sautes et tu t'assois et du coup Nia Jax tombe sur son cul et c'est devenu l'hilarité du moment, Nia Jax qui tombe sur son cul. Et donc Nia Jax rate sa descente de la cuisse, tombe sur son cul, va pour passer le tag à Shayna Baszler. Sasha Banks et Bianca Belair tirent Shayna Baszler du coin pour que Nia Jax passe pas le tag. C'est complètement un truc de heel. C'est à 100% un truc de heel. C'est les méchants qui veulent pas que la personne la plus fraîche dans le match rentre dans le match et du coup vont saboter un passage de témoin, quoi. C'est totalement un truc de heel. La psychologie du match est totalement à l'envers, mais c'est même pas la raison pour laquelle j'ai fini par mettre un E- à cette débâcle. La raison pour laquelle j'ai mis un E-, c'est que Reginald a tenté un crossbody, donc maintenant vous savez ce que c'est, saute, mais comme ça, pouf, sur Nia Jax. Évidemment, Nia Jax l'a rattrapé. Sasha Banks et Bianca Belair sont rentrés sur le ring, on fait un dropkick, j'ai une image. Sasha Banks et Bianca Belair sont rentrés sur le ring, ah, j'ai raté, excusez-moi. J'ai mis ce clic. Oh non, non. Comment ça va, vous, aujourd'hui? C'est bien, ça va me permettre de me calmer un peu. Ça va me permettre de c'est du catch. Je prends ça beaucoup trop au sérieux. C'est pas si... moins, ça fait très mal. Non, mais vous allez voir, vous inquiétez pas, on va justifier tout ça. Donc, Nia Jax récupère Reginald en position de crossbody. Comment non, pas Shayna Baszler. Shayna Baszler, c'est elle qui devrait faire ça, parce que c'est elle la heel, normalement. Bref, Bianca Belair et Sasha Banks rentrent sur le ring, font un dropkick sur Reginald. Reginald tombe du coup, la physique finalement. Reginald tombe sur Nia Jax, ce qui fait qu'il est en position de tomber. L'arbitre compte, Reginald gagne le match. 1. Reginald gagne le match. Non. 2. Nia Jax, la moitié des championnes par équipe, qui est une division que vous avez besoin de protéger, s'est fait battre par un gars qui n'est pas catcheur. Par surprise, après avoir pris une moitié de crossbody, c'est la seule prise que Nia Jax s'est prise dans le match. Le seul autre moment où elle a eu mal, c'est quand elle est tombée sur son cul. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, la psychologie du match. Bianca Belair et Sasha Banks se comportent à 100% comme des heels. Nia Jax a l'air d'une conne. Pourquoi ils mettent autant Reginald en avant? Où est Carmella? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Heureusement qu'on a NXT et NXT UK, parce que sinon ce serait une période très difficile pour le catch féminin. C'est pas une période facile pour le catch féminin, parce que entre AEW qui mettent leur match féminin sur YouTube parce qu'on n'a pas le temps à la télé, c'est sérieux la télé, d'accord. Entre Raw ou globalement... Non, j'ai même pas envie de résumer Raw. Non. Et donc là, ça SmackDown. Heureusement qu'on a NXT et NXT UK, parce que sinon... E-. Et je pense que c'est pas volé.
Quand je descends à E-, au départ je voulais mettre E, mais je me dis, ça diminue tellement la championne, les ceintures, c'est Reginald qui est mis en avant, Banks et Baszler passent pour des méchantes, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. Ensuite, Kayla Braxton est en train d'interroger Cesaro concernant le match de ce week-end. Il dit qu'il... Non, concernant Seth Rollins, parce que Cesaro s'est fait agresser par Seth Rollins la semaine dernière. Cesaro dit qu'il espérait que Rollins aurait changé, mais qu'il est toujours le même tas de merde, et qu'il a bien l'intention de se venger pour l'attaque de la semaine dernière, mais que ce soir il veut se focaliser sur le main event, un 6-man tag, donc un match 3 contre 3, puis l'Elimination Chamber demain soir. Edge arrive et dit qu'il reconnaît le cran de Cesaro et que peu de catcheurs ont encore ça aujourd'hui, ce qui est un peu cool. Donc Edge continue à mettre tout le monde en avant et ça c'est vraiment très très chouette. Ensuite on a eu, j'ai pas compris, ensuite on a eu les Mysterio, donc Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio contre l'Alpha Academy de Chad Gable et Otis. Je crois qu'on a eu un heel turn officiel de l'Alpha Academy. Jusque là Chad Gable se comportait plus ou moins en heel, plus ou moins en face. C'était difficile Otis se comportait 100% en face. Il y avait les Dirty Dogs en commentaire, mais ça n'a eu aucune incidence sur quoi que ce soit, donc je l'évoque parce qu'ils étaient là. Les Dirty Dogs sont les actuels champions de SmackDown. Donc l'Alpha Academy a perdu parce que ça c'était de la merde. Globalement, vous savez comment ça marche le catch en équipe. Il n'y a que deux catcheurs, enfin il n'y a que un catcheur par équipe qui est légal en même temps sur le ring. Et pour que l'autre soit légal, il faut passer le tag. Il faut que la personne qui est à l'extérieur du ring tienne la corde de tag team et passe, et voilà, et passe le tag, passe le relais comme ça. Là, Gable était pas l'homme légal dans le match, c'était Otis qui était l'homme légal dans le match, et Gable est resté trop longtemps sur le ring, l'arbitre a compté jusqu'à 5 et a disqualifié disqualifié l'équipe Otis et Chad Gable. C'est le genre de truc qui n'arrive jamais parce que tu passes vraiment pour un sale con, quand tu passes vraiment pour le gars qui a oublié les règles élémentaires du catch, voilà. Donc j'ai pas bien compris pourquoi Gable est passé pour un con comme ça. Et après le match, Chad Gable a poussé Otis à sauter sur Rey Mysterio. Donc, a voulu faire une crêpe de Rey Mysterio. Otis l'a fait, mais la raison pour laquelle j'ai mis D+, à ce segment, c'est que le plus, c'est il y a une espèce de suspense sur que pense Otis. Je sais pas si Chad Gable a juste utilisé Otis, c'est-à-dire que Otis était très excité, il n'a pas compris qu'il a perdu le match, il a juste suivi les ordres, il a juste suivi faut que je saute, ouais je vais sauter, j'adore sauter, ah c'est ma musique, ça veut dire qu'on a gagné, on a gagné alors. Je sais pas ce que pense Otis, j'ai essayé de déchiffrer ces expressions de visage, mais c'est un peu le chaos hein, dans le visage d'Otis, c'est pas évident, donc je ne saurais trop vous dire. Ce petit suspense-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que je sais pas si Otis a fait un heel turn, c'est-à-dire est content d'avoir fait mal à Rey Mysterio, ou s'il avait même pas calculé que le match était fini, s'il avait même pas calculé que c'était Rey Mysterio, on lui a juste dit vas-y tu sautes, il a dit à quelle hauteur, je sais pas ce qui se passe. Mais j'aime bien ce suspense. J'ai hâte de voir où ça va. Et puis Chad Gable et Otis font des trucs, et ça c'est quand même très très chouette. J'arrête pas aujourd'hui, hein, j'arrête pas de retomber là-dessus. Ensuite, Edge est allé parler avec Daniel Bryan, et là, après le Rumble, beaucoup de gens m'ont demandé, personne m'a demandé ce que je pensais être la meilleure option pour Edge, mais on m'a demandé, d'après moi, Edge devrait affronter Finn Balor, parce que c'est vraiment le match qui est le mieux, parce que Edge contre Roman Reigns dans un spear contre spear, bref, les gens m'ont donné leur opinion, et du coup m'ont poussé à parler de mon opinion à moi. Ça, c'est un match que je vais voir. Edge contre Daniel Bryan, parce que les deux gars ont subi une blessure qui aurait dû mettre fin à leur carrière et sont revenus tous les deux. Ça c'est pratiquement la définition d'un dream match, c'est-à-dire un match qu'il y a quelques années on avait tous fait une croix dessus, et pour l'un et pour l'autre. Ça c'est un match que je rêverais de voir. Bref, ça c'est cool. J'ai adoré ce segment, j'ai mis B-, ce qui est très rare que je passe à B pour les segments en coulisses, mais j'ai adoré. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Bon, Bryan et Cesaro, donc il y a un 6-man tag ce soir, un 3 contre 3. Bryan, Cesaro et Kevin Owens contre Sami Zayn, Corbin et Jey Uso, donc les gentils contre les méchants qui seront dans l'Elimination Chamber ce week-end. Bryan et Cesaro sont en train de parler entre eux. Kevin Owens arrive et demande s'ils ne devraient pas être en train de parler de leur stratégie pour ce soir. Cesaro dit ouais, on est en train de parler de notre stratégie, on parlait de notre stratégie pour si jamais on se prend un stunner
la prise de finition de Kevin Owens, parce que la semaine dernière, il y a eu un espèce de combat général à la Astérix et Kevin Owens est arrivé à distribuer les stunners à tout le monde, y compris à Daniel Bryan et à Cesaro. Il a pas fait, voilà. De toute façon, Elimination Chamber ce week-end, ça sera chacun pour soi. Donc voilà, Kevin Owens a distribué les stunners et Cesaro dit ouais, on était en train de discuter de notre stratégie au cas où on se prendrait un stunner. Il se fout de sa gueule en disant non mais de toute façon Kevin Owens on peut lui faire confiance, il a jamais trahi personne. La blague c'est que Kevin Owens trahit tout le monde. Et ils ont rebondi là-dessus en disant ouais, enfin sauf cette fois là où il s'est fait passer pour Big O quand Big E était blessé, qu'il a voulu rejoindre le New Day et qu'il a trahi Kofi Kingston. Oui, et puis cette fois où il a trahi Sami Zayn. Je sais bien que c'est Sami Zayn, mais bon, enfin cette fois. C'est 2, 3, 4, 5 fois où il a trahi Sami Zayn. Et Daniel Bryan a dit un truc, a rebondi encore en disant un truc excellent. Il a dit j'ai l'impression qu'il nous manque un nom, j'ai l'impression qu'il a trahi quelqu'un d'autre, quelqu'un d'important. Ah, j'aurais dû faire une liste. Et ça c'est très fort parce qu'ils peuvent pas parler de Chris Jericho parce que Chris Jericho est allé à AEW. La plus grosse trahison, la deuxième plus grosse trahison de Kevin Owens depuis qu'il est à WWE, c'est quand il a brisé son amitié avec Chris Jericho dans le segment Festival of Friendship en 2016, je crois, ou 2017. Et le truc de Chris Jericho, c'est qu'il se baladait avec une liste des gens qui le saoulent, et du coup il avait une catchphrase, guess what, you just made the list. Enfin, j'ai fait le clic. Ça fait tellement partie du truc que j'ai fait le clic. Bref, guess what, click, you just made the list. Et il écrit le nom de quelqu'un de façon très très énervée. Et du coup j'ai trouvé ça m'a beaucoup fait sourire, j'ai trouvé ça très subtil. J'ai trouvé ça subtil et très respectueux envers Chris Jericho qui le mentionne sans le mentionner. J'ai trouvé ça très cool. Bref, et Kevin Owens a dit, vous n'avez pas à vous en faire pour ce soir, je veux gagner le match de ce soir. Par contre, vous aurez à vous en faire pour ce week-end, parce que vous allez peut-être vous prendre un stunner, peut-être 2, peut-être 3. et en partant, Cesaro dit, au moins il est honnête. Et Daniel Bryan, il est honnête. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ce segment excellent. C'est le genre de segment qui est très très bon en coulisses. Pour un segment en coulisses, c'était la crème de la crème. Carmella est devant un miroir. Donc elle est là. Elle n'est pas blessée, elle n'est pas retenue par la neige. Elle est là. Regina lui apporte son vin parce que c'est son rôle, c'est son personnage, c'est ce qu'on nous avait dit que c'était. Elle dit qu'elle n'est pas en colère contre lui parce qu'elle sait qu'il fera ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il a l'intention de s'attirer les bonnes grâces de Sasha Banks pour la trahir. Le truc, c'est que Sasha Banks a clairement établi qu'elle lui faisait pas confiance une seule seconde. Ça marche pas. Bref, elle lui dit qu'elle lui fait confiance, qu'il fera ce qu'il faut faire, parce que sinon, elle a même pas envie d'y penser à ce qui se passera. J'ai pris cette capture d'écran là parce que j'ai pris pratiquement la même pour Sasha Banks la semaine dernière. Carmella et Sasha Banks ont le même personnage. À rien près. C'est à un truc près, il y en a une qui est championne. Elles ont le même personnage de... j'allais dire Bimbo. C'est pas Bimbo. C'est la vilaine cheerleader dans les films qui se passent au lycée aux États-Unis, celle qui attire toute l'attention sur elle, celle qui parade, celle qui joue avec les mecs parce qu'elle peut, celle qui a tous les pouvoirs, voilà. C'est le même personnage. Et j'ai commencé à me demander si c'était pas volontaire de leur part parce que ça c'est la même mimique qu'elles ont. C'est-à-dire quand elles regardent vers le ciel en faisant un petit sautillé sur leurs genoux, c'est le même personnage. J'ai mis C- ce segment. À la fin, elle a goûté le vin, elle l'a recraché dans le verre, elle a jeté le verre dans la tronche de Reginald. C'est pas très Covid. Et ensuite, est-ce que le virus survit dans le... Bon, c'est pas très Covid d'une façon générale. Faut pas cracher au visage des gens, c'est pas bien. Et ensuite, nous avons eu le fameux Six-Man. Oh, les noms! Où sont les noms? Bah mince, j'avais mis les noms. Excusez-moi, je regarde juste si l'image d'après, c'est la même avec les noms. Non, je l'ai merdé. Bon. Excusez-moi, j'avais fait une image avec les noms, j'ai dû oublier de la sauvegarder. Je suis une merde. Non, je suis pas une merde, je suis génial. Arrête de te dévaluer, Alexis. Oui, pardon, je suis désolé. Edge est au commentaire pour ce match. Et globalement, c'est globalement subtil parce que les heels ne s'entendent pas. Mais Cesaro et Daniel Bryan refusent de faire confiance à Kevin Owens. Kevin Owens n'a pas été l'homme légal une seule fois dans tout le match. Et du coup,
j'ai trouvé le match relativement subtil et il m'a donné envie de voir le match de ce week-end parce qu'effectivement, personne ne s'entend quoi parmi ces 6 gars-là. Si Cesaro et Daniel Bryan à peu près, mais c'est fragile quoi, c'est fragile comme entente. À un moment donné, Cesaro voulait faire son big swing. Alors son big swing, c'est il tient l'adversaire. Mettons, la tête de l'adversaire est par terre et là je tiens ses jambes, d'accord? Et je tourne. Wouh! Donc il voulait faire ça sur King Corbin. Le truc c'est que King Corbin est très grand et il n'arrivait pas à le faire, il n'arrivait pas à avoir suffisamment d'élan pour tourner. Et moi je me suis dit ouais ben au bout d'un moment tu peux pas lutter contre la physique quoi. King Corbin il est plus grand que toi, tu peux faut vraiment mettre beaucoup de force pour que le corps de Corbin se soulève suffisamment pour que tu puisses tourner sur toi-même avec Corbin comme ça. On part à la pub avec Cesaro qui tombe avec Corbin parce qu'il n'y arrive pas. On revient de la pub, Cesaro est en train de faire tourner Corbin. Comme si c'était facile. C'est très impressionnant la force de Cesaro, c'est impressionnant. Et donc nous avons eu le final du match. Daniel Bryan a fini par gagner en portant le Yes Lock sur Sami Zayn, mais Corbin est arrivé. C'est le genre de spot qu'ils font plus suffisamment souvent. C'est tout le monde arrive et chacun porte sa prise de finition les uns après les autres sur tout le monde. Corbin arrive et porte son End of Days sur Daniel Bryan. Je vais prendre mes notes parce que sinon je vais hésiter. Donc Corbin arrive et porte son End of Days sur Bryan. Kevin Owens arrive et fait un stunner sur King Corbin. Sami Zayn arrive dans le dos de Kevin Owens et porte un half and half suplex sur Kevin Owens. Cesaro arrive et porte un uppercut sur Sami Zayn. Jey Uso arrive, fait un super kick sur Cesaro. Et là, Edge sort de la table des commentateurs, entre dans le ring, fait un spear sur Jey Uso. Et là, Roman Reigns sort de nulle part et porte un spear sur Edge. Ah, c'était cool. Et j'ai écrit, j'aurais aimé que ça continue, genre Lesnar arrive, Brock Lesnar arrive, il porte un F5 sur Roman Reigns, et Roman Reigns, Brock Lesnar se retourne et il se prend un Claymore de Drew McIntyre, qui se retourne, se prend un Brogue Kick de Sheamus, qui n'a pas vu venir, le Phenomenal Forearm de AJ Styles, qui se prend un Trouble in Paradise de Kofi Kingston, etc. Et à la fin, Charlotte Flair gagne. C'était un très bon show, c'était un très bon main event, tout était bien. Tout était bien. Le début et la fin étaient bien. La division féminine, c'était pas trop ça. C'était pas. Il y a eu des hauts et des bas. Et je vous ai dit globalement, c'est moins. C'est-à-dire, mais le début et la fin, c'était grandiose. J'aime beaucoup l'histoire de Edge et Roman. Edge est obligé d'affronter Roman Reigns. Ouais, je veux dire, c'est vers là qu'ils vont. C'est évident. J'adore. J'adore. Et j'ai hâte d'y être. On va passer au tableau, si vous le voulez bien. Avant de passer au tableau, je vous rappelle, parce que vous êtes 181 et que historiquement, je sais que c'est là que vous êtes les plus nombreux à regarder. Si vous voulez voir le replay de cette émission, c'est sur la chaîne YouTube Statch. Si vous demandez poliment, je suis sûr qu'un modérateur se fera le plaisir de vous partager un lien. Donc la chaîne YouTube Statch, c'est là-bas que j'upload les replays de ces lives. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne. Bref, n'hésitez pas à... Oui Caroline, t'as faim? Je sais, moi aussi j'ai faim, tu prends sur toi, on mangera après le live. On mangera, non, bah non, tu fais ce que tu veux, tu peux manger pendant le live, toi, tu m'énerve. C'est une amie à moi qui est sur le chat, c'est pour ça. Bref. Je sais plus ce que je disais. On va passer au tableau. Soutenez tout ça parce que moi ça me rassure sur le fait que je fais bien de vous parler de tout ça. Ça me rassure sur le fait qu'il y a des gens qui me suivent dans ce délire. Donc si vous voulez m'envoyer des messages, mettre vos messages en avant pour 380 cloches, it's now or never. Je n'arrêterai jamais de faire ça apparemment. Donc le segment d'ouverture avec Edge, Roman Reigns, Jey Uso, Daniel Bryan, non pas Daniel Bryan que je raconte, Paul Heyman, c'est ça rime, et Sami Zayn, je lui ai mis B-, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a eu le match Nakamura contre Cruz avec Biggie, et ça je lui ai mis C, Biggie dans un rôle secondaire puisqu'il était au commentaire avec un bain de pied. Mais j'ai mis un B au segment suivant où Biggie a fini sur une civière. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, et c'est le mot que j'ai employé. Non, j'ai dit brancard, et c'était civière que je cherchais. Ok, ensuite on a eu le segment avec Seth Rollins qui a été assez inconséquent. Je lui ai mis 13... Je lui ai mis, pardon. Ça doit être désagréable. Je lui ai mis B-. Ensuite, on a eu le match Riot Squad contre Tamina Natalia avec Billie Kay dans un rôle secondaire. Je lui ai mis C+.
Ici, voilà, avec Billy Kay dans un rôle secondaire, même si c'est son histoire. Est-ce que j'ai envie de dire secondaire? Non, j'ai envie de dire principal. C'est son histoire. Ensuite, on a eu le segment, le Ding Dong Hello Show de toute la division féminine qui est plus sérieuse. Donc, enfin, qui est plus sérieuse. Finalement, je suis plus intéressé par l'histoire de Billy Kay. Sasha Banks, Bianca Belair, enfin dans l'ordre, Bayley, les championnes par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler ici, hop là, pouf, P-A-O, Kiku, Nia Jax ici, voilà, Nia Jax et Shayna Baszler, ensuite Sasha Banks, je l'ai déjà compté, ensuite Bianca Belair, ensuite Reginald de mes deux, et eux-, ce qui est une note qu'on ne met pas souvent, pour tout le monde. Allez, Sasha Banks, Reginald, Bayley, Bianca Belair et Nia Jax et Shayna Baszler. La pauvre Shayna Baszler, elle est passée en une semaine, elle est passée de NXT à Ding Dong Hello, le trou de balle de Nia Jax. Bref. Ensuite, on a eu des plus pour les Mysterio contre... Il est où? Il est là. Les Mysterio contre l'Alpha Academy sous le regard bienveillant des Dirty Dogs. Ici. Ensuite, on a eu le main event auquel j'ai mis B+, entre tous les gars de l'Elimination Chamber. Et ça, ils sont tous en haut. Donc nous avons eu Kevin Owens contre Daniel Bryan. Enfin, Kevin Owens et Daniel Bryan et Cesaro contre Sami Zayn, King Corbin et Jay Uso. Et ensuite, nous avons eu le post-match auquel j'ai mis B entre Daniel Bryan, Kevin Owens, Roman Reigns, Cesaro. Paul Heyman était là pendant le match. Paul Heyman et Edge étaient là pendant le match. J'ai oublié de les compter. Je vais mettre B+ dans un rôle secondaire. Paul Heyman et Edge, ils ont fait énormément. Ils ont énormément mis en avant le match de ce week-end. Paul Heyman et Edge aux commentaires. Kevin Owens, du coup je sais plus où j'en suis. Paul Heyman, il était pas là. Sami Zayn, il était là. Jey Uso, il était là. King Corbin, il était là. Et on a fini, je crois. Merci beaucoup à Swifty qui a offert un mois d'abonnement de niveau 1 à El Idolo Gomez. El Idolo Gomez qui n'était pas encore abonné. Bah, tu vois, si j'avais su, j'aurais offert moi un abonnement à El Idolo Gomez, mais je ne sais pas comment on offre les abonnements. Je sais comment on peut offrir les abonnements sans choisir à qui on fait, mais je ne sais pas comment on offre nominativement un abonnement. Je me renseignerai à ce sujet. Les points bonus, et après les points bonus, on ne prend plus les messages mis en avant. Donc, dernier appel pour les messages mis en avant, c'est maintenant ou jamais. 3 points pour Edge, 2 points pour Apollo Crews. Je vous ai dit, Edge, il met en avant tout le monde et je trouve ça vraiment cool. Apollo Crews, il a consommé son heel turn, c'est chouette. Et 1 point pour Roman Reigns, parce que c'est un peu par défaut, vu qu'il est tellement cool. Quand je sais pas à qui mettre le dernier point, je le mets à Roman Reigns. Et vu que c'est le dernier show de la semaine, en ce qui concerne les shows hebdomadaires, on attribue les points bonus et les points bonus de la semaine. Donc vous savez, j'attribue 6 points, 5 points, 4 points, 3 points, 2 points et 1 point à ceux qui ont le plus marqué la semaine. Et les 3... pardon. Les trois premières entrées à gagner tous ces points, c'est les 3 entrées de NXT. 6 points pour Adam Cole. Hop là. 5 points pour Roderick Strong. Il est où? Voilà. Et 4 points pour Kyle O'Reilly. Sans aucun remords, ça a été la news de la semaine, ça a été le show de la semaine, sans aucune compétition. 3 points pour Serena Deeb qui a eu le match de la semaine en ce qui me concerne contre Rio. 2 points pour Sheamus et 1 point pour A-Kid. Voilà. On est bon, on a mis les points bonus. À partir de maintenant, on ne prend plus les messages mis en avant. Ça y est, c'est fini. Les messages mis en avant ne sont plus pris. C'est fini. Si vous le faites maintenant, eh bien, c'est trop tard. On passe, excusez-moi, hop, ça va bien. Et voilà, c'est fantastique. Oh, s'il y en a qui sont passés juste après que j'ai dit c'est fini, on peut les prendre. Mais là, maintenant, c'est fini. Voilà, stop. À partir de maintenant, c'est fini. Alors, concernant SmackDown, Ravline me dit: salut Lynx HYHN 4X, la Suisse, ou en tout cas au moins une Suissesse, te salue. Et c'est déjà pas mal.
Sorry, I'm late, comme disait Shakespeare, smiley facétieux. J'espère que tout va bien pour toi. Encore une fois, merci de ton travail et j'adore regarder tes lives. Merci beaucoup à toi. Petite question de débutante. Quel est le concept du personnage de Messiah de Seth Rollins? Merci pour ton travail, c'est vraiment très très chouette, smiley facétieux. Alors le concept du personnage de Messiah de Seth Rollins, c'est que il a globalement il a comment résumer ça facilement? Quand il était champion universel à Raw en 2018, il était de facto, si tu veux, le leader des catcheurs de Raw. C'est-à-dire, c'est vers lui qu'on se tourne, c'est lui qui est effectivement le personnage le plus important de Raw. Parce que il y a évidemment tout est scénarisé, tout est pour de faux. N'empêche que le champion, c'est le leader du vestiaire, quoi. C'est celui vers qui les nouveaux vont se tourner, c'est celui qui va faire en sorte que tout le monde se respecte dans tout n'est pas faux dans le catch. Il y a cette dimension de le champion est payé plus, ça c'est pour de vrai. Le champion le champion a ce rôle central, ce rôle pivot dans les vestiaires. Les champions ou les anciens, genre Daniel Bryan aussi a ce genre de rôle, à ce genre de Daniel Bryan ou Tommaso Ciampa à NXT, bref, voilà. Et il y a eu des fuites de comportement de Seth Rollins en coulisses. Je vais pas développer trop, c'est parce que c'est pas intéressant, mais voilà, globalement, ils ont réussi à faire en sorte que cet aspect, je veux dire, réel de Seth Rollins soit injecté dans le scénario. Et que Seth Rollins commence à se dire « Je dois être le leader de ce roster de Raw ». Et quand il a commencé à devenir un gros enfoiré, après sa défaite contre... je sais plus, après sa défaite contre Bray Wyatt, je crois. Ou après... bref, à un moment donné, il a commencé à se comporter comme un salaud. Et du coup, tout le monde lui a tourné le dos, sauf quelques-uns qui sont devenus ses disciples. Et voilà. Le personnage du Monday Night Messiah était né. Ensuite, nous avons Noctisai qui me demande « Salut Lynx, petite remarque sur le match avec Reginald. Je trouve que sa présence donne un vent de fraîcheur sur le fonctionnement du roster féminin. J'aimerais tellement être à ta place. J'ai bien aimé le match, c'est plus aérien quand il est là. Et pour finir, je trouve que ça fait également du bien de voir un homme en minorité, là où on avait plus l'habitude de voir une catcheuse tourner autour des catcheurs. Mandy Rose à Raw lundi par exemple, qu'en penses-tu? Bisous distanciel. Je suis pas d'accord à un niveau subatomique. Non seulement c'est pas frais parce que Carmella elle avait un laquais depuis pratiquement son arrivée à la WWE. Non, parce qu'avant elle était en équipe avec Big Cass et Enzo Amore, mais avant Carmella elle avait James Ellsworth et ça puait du cul déjà à l'époque. Le premier match Money in the Bank féminin de l'histoire de la WWE a été remporté par un mec, a été remporté par James Ellsworth qui a donné la mallette à Carmella. Ça pue la merde. Limite, c'est plus frais que Ric Flair soit le manager de Lacey Evans. Parce que au moins, il y a un semblant d'histoire comme quoi Ric Flair a été le manager de Charlotte Flair, sa fille, et que maintenant, il estime que Charlotte Flair, elle est assez grande pour catcher toute seule, et que maintenant, il va manager quelqu'un d'autre. Là, il y a un homme impliqué dans une histoire qui concerne des femmes, dans une storyline féminine, mais avec un sens. Là, avec un sens, puis avec un sens différent, avec une motivation pour ce gars-là. Là, Reginald, il se fait essuyer, il se fait s'essuyer des pieds sur la tronche à longueur de temps par Sasha Banks et par Carmella. Pour Sasha Banks, il en redemande. Je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Et si tu veux, si tu veux voir un catcheur tourner autour de catcheuse, t'as qu'à regarder Angel Garza. Et si tu veux savoir ce que je pense d'Angel Garza, je pense que t'as déjà une petite idée de ce que je pense d'Angel Garza. Swifty me dit « Salut Lynx, comment vas-tu ?» Ça va très bien, merci. Out comme toi, je trouve... Tout comme toi, t'as oublié un T. Tout comme toi, je trouve Edge excellent. Et pour faire une comparaison, il me fait penser à Jericho. Les meilleurs souvenirs de Edge, il y a 10 ans, sont en tant que heel. Mais je trouve qu'en face, a essayé d'élever tout le monde est vraiment excellent. Que penses-tu de cette comparaison? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Chris Jericho fait vraiment bien son taf à AEW et Edge
Edge est moins impliqué. Tu sens que Edge, il y a une dimension un peu plus politique là-dedans, une dimension un peu plus... je vais aller mettre en avant tout le monde. Que Chris Jericho, il est là, et Chris Jericho, il se met en avant, et du coup, son succès rayonne sur tout le monde. Que Edge, c'est j'ai du succès, je vais le faire rayonner. Toi, veux-tu un peu de succès? Veux-tu du rayonnage? Merci beaucoup à Der Wurstkaiser pour l'abonnement. Donc, l'empereur des saucisses. Mais tu le sais forcément, ça ne peut pas être un accident. Voilà, mais sinon, je pense que effectivement la comparaison est pertinente. Excuse-moi, j'ai fait une connerie. Hop, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, calmez-vous. Aldebaran me dit salut Lynx, comment vas-tu? Comment vas-tu, Caroline? Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Selon toi, la WWE a des... J'ai un vieux Tourette Pérus. Des fois, je lis des phrases qui me font penser aux 2 minutes du peuple et je récite des 2 minutes du peuple. Merci beaucoup, Mysteryman59 pour ton abonnement avec Prime, ça fait vraiment plaisir. Aldebaran me dit salut Lynx, comment vas-tu? Selon toi, la WWE a des plans pour Murphy avec le retour de Rollins. Je trouve ça étonnant que le disciple ne fasse rien. Ils ont des plans pour Murphy? Non. C'est-à-dire que déjà, les plans qu'ils avaient et qu'ils ont arrêté de faire, ils les ont laissés tomber. C'est-à-dire que Murphy n'est plus avec Aliyah Mysterio. Enfin, ils ont laissé tomber l'histoire Aliyah Mysterio-Murphy. Non, ils ont rien pour Murphy. Et effectivement, s'il revient, il va être en équipe avec Seth Rollins parce que... Tiens, reval là où t'étais, c'était bien. Ils ont rien pour Murphy. J'ai les derniers bruits de coulisses là, de la WWE, c'est que Vince McMahon ne voit pas l'intérêt. Accrochez-vous parce que c'est incroyable. Vince McMahon ne voit pas l'intérêt de Keith Lee, Andrade et Aleister Black. Camille, ma femme, qui suit le catch d'un peu loin. Elle regarde les PPV avec moi, généralement elle s'endort devant. Elle se tient au courant de ce qui se passe. Elle voit l'intérêt de Keith Lee, Aleister Black et Andrade. Comment tu peux être le patron de la plus grosse fédération de catch au monde et ne pas voir l'intérêt des trois, quoi. Andrade, Keith Lee, Aleister Black. J'ai même pas envie de dire surtout Keith Lee ou surtout Aleister Black, parce que surtout Andrade aussi, des trois, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Bref. Val022002 me dit « Salut Lynx, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu es chaud pour un Cesaro Rollins à WrestleMania ?» Alors oui, pour le match, parce qu'ils sont tous les deux excellents et que ça va donner un match de dingue. J'ai envie de voir aucun des deux perdre ce match. Rollins, il vient de revenir, il a besoin de gagner des matchs. Cesaro, il est en train d'être poussé, j'ai envie que ça aille plus loin. Mais je suis chaud pour le match, mais faut qu'aucun des deux ne perde dans la défaite, quoi. Faut qu'aucun des deux ne soit diminué par une défaite. Donc il y a moyen, ça se fait. De toute façon, il faut que quelqu'un gagne, il faut que quelqu'un perde. Donc on peut rester fort dans la défaite. Jor NXT me dit « Désolé pour ma question avant, j'ai une deuxième question, il n'y a pas de souci. Tu es pour la reformation de Murphy et Black ?» La reformation de Murphy et Black? Ils n'ont jamais été en équipe, Murphy et Black? Je vois pas ce que tu veux dire par reformation de Murphy et Black, je suis désolé. Xopowo me dit je vais regarder vite fait, je vais épier un peu le chat, voir si tu réagis pour voir si tu peux m'éclairer sur ta question. Blake et Murphy, d'accord. Non. Blake, c'est Wesley Blake. Il a été en équipe avec Murphy à NXT en 2016, je crois, peut-être 2015. Enfin, ça fait une éternité. Non, ça sortirait vraiment nulle part. Non, je suis pas pour. Xopowo me dit « Bonjour Lynx, je ne suis pas sûr d'être là demain, donc voilà. Penses-tu possible de voir Cesaro gagner la Chamber, puis gagner le match jusqu'à Fastlane, comme l'a pronostiqué Stury ?» Non, parce que Cesaro est en rivalité avec Seth Rollins, donc je pense que Cesaro fait partie de ceux qui ont le moins de chances de gagner l'Elimination Chamber. Maintenant, c'est celui que je veux le plus voir gagner, évidemment. Enfin, évidemment. Si, parce que quand tu compares aux autres, c'est de loin celui à qui une victoire à l'Elimination Chamber pourrait profiter le plus. Je pense pas qu'il gagnera. Swifty me dit re-salut Lynx, je ne sais pas si tu as vu les pronostics de Stury. Non, je ne les ai pas vus, je ne regarde pas les vidéos des autres youtubeurs francophones, mais je suis sûr que vous allez me faire parvenir ses opinions, donc de toute façon j'en ai pas besoin. Mais il mise sur une victoire de Cesaro, donc je viens de la prendre dans la chambre, puis contre Reigns, quitte à perdre le titre à Fastlane le mois prochain. Oh, tellement pas, mais Stury, mais ce pauvre Stury qui met beaucoup trop d'espoir dans la WWE, il va se faire mal ce pauvre garçon. Possible, d'après toi, qu'en penses-tu? Mais non. C'est-à-dire que non seulement celui qui va gagner la Chamber va perdre contre Roman Reigns,
parce que le règne de Roman Reigns va durer 3 ans. Mais en plus, Cesaro ne va pas gagner la Chamber, l'Elimination Chamber. Ça va être... pour moi, ça va être Kevin Owens. On est sur un... Je vous donnerai mes pronostics détaillés demain midi. Soyez là. Non. Remarque, Cesaro peut gagner la Chamber. Cesaro peut peut-être gagner la Chamber. Peut-être. S'ils se disent, allez, on offre un peu plus de push à Cesaro. Mais il gagnera jamais le titre. C'est beau de voir des gens rêver comme ça. El Idolo Gomez. Me dit. Bonjour Lynx. Non, 1, bonjour Lynx. 2, est-ce que tu es vraiment sûr à 100% que tu vas vraiment bien? Oui. 3, je suis en vie, mais j'ai une co instable. Je ne promets pas de rester désolé. C'est intolérable. 4, petite question avec un S, parce qu'il fait une liste avant, et 4, c'est juste les questions. Que je vais essayer de formuler simplement. Ah, c'est fantastique. Mercredi, tu as dit que l'utilisation d'argent dans le catch comme en jeu, c'était délicat. Pour toi, comment booker la thune dans le catch? Quand la thune est un moyen et pas une fin. Genre Ted DiBiase faisait ça très bien. Tout son personnage c'était je suis pété de thune, mais c'était pas l'argent l'intérêt. L'intérêt c'était tout le monde a un prix. C'est-à-dire que tout le monde peut se rallier à moi parce que j'ai les moyens de payer les valeurs de tout le monde. Voilà, ça c'est intéressant. Mais si je perds, tu me donneras tout ton argent, plus encore plus d'argent. Bah, ok, je m'en fous. Asiento me dit salut Lynx, wohoho, L-H-Y, I-N-Q, C-E. Est-ce que ça ne va pas? Non. Parce que je suis sûr que celle-là, on ne te l'a pas posée comme question. Smiley, Adolf Hitler très content. Parce que c'est un smiley facétieux avec une bouche et comme ça. Donc, voilà. Question, est-ce qu'on peut faire ça sur Twitch? Je sais pas. Question sur... Tant que les idées... Question sur le principe des jobbers en général. Même si ça me permet de remettre le niveau technique de leur adversaire en avant. D'un point de vue du scénario, ça pose pas un problème. Comme leur job, c'est juste de perdre joliment contre les gens. Ils perdent tout le temps, donc personne ressort techniquement grandi de leur victoire contre eux. Faux. Ce que je disais, on peut ne pas perdre, on peut ne pas être diminué par une défaite. On peut être mis en avant avec une victoire qui n'a aucune valeur sur le papier. On peut aussi être diminué par une victoire qui a une énorme valeur sur le papier. On peut toutes les combinaisons marchent. C'est-à-dire que Drew McIntyre a vaincu Goldberg. Sur le papier, tu te dis waouh. Dans les faits, tu te dis. Enfin, j'ai vu que plusieurs personnes se disent ouais, quand même, Drew McIntyre est sorti grandi de ce match-là. Pour moi, non. Pour moi, Drew McIntyre a battu Goldberg, mais il avait battu Brock Lesnar avant ça. Et Brock Lesnar faisait déjà office de boss final. Il n'avait pas besoin de battre un deuxième boss final qui est moins présent, qui est moins là, qui a moins de valeur finalement. Bref. Donc non, je pense que les jobbers ne servent pas à établir des champions, si tu veux, mais ils servent à établir des personnages. Et ça, c'est important. Genre, Zoe Stark, là, cette semaine, elle a affronté Valentina Feroz. Valentina Feroz. Voilà, et elle a été vraiment excellente dans son match. Et moi, ça m'a fait me dire, j'ai envie de voir plus de Zoe Stark. Ça, tu vois, ça arrive. Cleverfilth me dit coucou Lynx TS, j'espère que ça va pour toi, je suis désolé si tu as déjà répondu à cette question dans la semaine, je n'ai pas pu voir tes lives, mais la WWE parle de faire un show secondaire à NXT s'appelant NXT Underground pour les jobbers de NXT, que penses-tu de ça? Et il a précisé NXT Evolve, pas Underground, je me suis trompé, j'ai eu très peur. Ça peut être chouette parce que NXT n'a plus cette fonction de école de la WWE. C'est une fonction qui est déjà plus ou moins non officiellement, officieusement, c'est comme ça qu'on dit, officieusement adoptée par Evolve, par la fédération Evolve. Donc s'ils peuvent rattacher le truc officiellement, ça peut être bien. Luiseo33 me dit salut Lynx, j'espère que tu vas bien, très bien. Désolé de ne pas avoir été présent au dernier live, du coup je te pose une question pour me rattraper. Pour toi, quelle est ta... Arrêtez de vous excuser de ne pas suivre les lives, Pour toi, quelle est ta prise de transition préférée? J'entends par prise de transition une prise qui finit pas un match, mais qui permet de calmer le jeu après l'avoir effectué, comme une suplex, un super kick ou un Falcon Arrow. En ce qui me concerne, un super kick est une prise de finition. Pour moi... Ma prise de transition préférée,
J'hésite entre le German Suplex et le Superplex. Ça va être une des deux. Parce que le German Suplex, il y a un côté... cet homme vient de soulever un autre homme, et cet autre homme vient d'être plié en deux. On va se reposer un peu. On va attendre que ça décante un peu. Donc voilà, je vois que quelqu'un a suggéré le Spinebuster. C'est aussi une de mes prises préférées. J'adore le Spinebuster. Mais le Superplex, il y a le côté très spectaculaire, quoi. De wow. Voilà. Gwendalfa me dit bonjour Lynx, j'espère que tout se passe bien, que tout se passe comme vous voulez, pardon, en ce moment pour changer les phrases. Dans un ancien live, vous avez dit qu'un match de rêve, Shawn Michaels, Johnny Gargano ne vous plairait pas car style de catch identique. Est-ce que j'ai dit Shawn Michaels contre Johnny Gargano ne me plairait pas? Je refuse de croire que j'ai dit ça. J'ai peut-être dit c'est pas idéal, j'ai peut-être dit c'est pas le mieux, j'ai peut-être dit si Shawn Michaels revient pour un match, il faut pas que ce soit contre Johnny Gargano parce que d'autres catcheurs qui n'ont pas spécialement le même style pourraient un match Shawn Michaels contre Johnny Gargano, mais tout mon argent, bien sûr que je veux voir ce match. Mais dans un live suivant, tu as dit qu'un match intersexe de rêve serait entre Daniel Bryan et Asuka car style de catch similaire. Pourquoi cette différence ou j'ai mal compris tes propos dans les autres? Parce que je vois le... La différence que je ferais entre les deux, c'est que Shawn Michaels contre... Ok. Les vieux catcheurs ont un nombre de matchs limité, si tu veux, les catcheurs retraités. Shawn Michaels, s'il revient, ça va être pour un match, 2 matchs, 3 matchs. Pas beaucoup plus de matchs. Donc il faut choisir ses adversaires avec parcimonie. Et du coup, si tu en fais un contre Johnny Gargano, c'est un match que tu vas sacrifier, mais un match Johnny Gargano, Shawn Michaels, bien sûr je veux voir ce match. Mais c'est des matchs que tu pourras pas... Tu vois ce que je veux dire? Ça va sacrifier d'autres matchs que tu aurais pu voir. Qu'un match entre Daniel Bryan et Asuka, il peut y en avoir 10. Daniel Bryan est en fin de carrière, mais il n'est pas retraité. C'est-à-dire que avoir un Daniel Bryan contre Asuka n'empêchera pas d'avoir un Daniel Bryan Shayna Baszler, un Daniel Bryan Sasha Banks, un Daniel Bryan Daniel Bryan non pas Charlotte Flair. Les deux personnages se marient assez mal. Charlotte Flair, c'est un personnage qui est surtout basé sur le charisme, donc si elle devait affronter un gars, il faut que ce soit un gars qui est aussi basé sur le charisme. Le premier qui m'est venu, c'est Dolph Ziggler. Un match Charlotte Flair contre Dolph Ziggler, où Dolph Ziggler se fait malmener. Voilà. Non, ça c'est des matchs qui me parlent. Je mettrai la différence ici. Ensuite, Vidi Inside Games dit salut Lynx, je n'ai jamais très bien compris la différence entre la WWE et la scène indépendante. J'ai l'impression que la seule différence, c'est que quand c'est la WWE, c'est la WWE et le reste, c'est la scène indépendante. C'est simplement une question de contrat ou d'aura ou les deux. La WWE est une fédération qui a décidé qu'elle ferait cavalier seul. Globalement, soit c'est des petits trucs dans des gymnases de lycée, soit ça lui appartient. Voilà, ça c'est la vision du monde de la WWE. La scène indépendante, c'est pas AEW, parce que AEW ils sont beaucoup trop gros pour être appelés à scène indépendante. Scène indépendante, il y a le côté moins spectacle, plus proche des fans peut-être. Disons que la WWE est la fédération qui est le plus éloignée possible de la scène indépendante. Mais après, c'est une question de niveau de grille. Entre AEW, pour moi, c'est pas la scène indépendante, mais New Japan, pour moi, c'est pas la scène indépendante non plus. Impact, ça commence à pouvoir passer un peu pour la scène indépendante, c'est même assez... Impact, Ring of Honor, ce niveau-là, ça commence à devenir la scène indépendante. Voilà. Mais maintenant, c'est pas... c'est une question de perception, quoi. C'est une question de perception du truc. C'est juste que penser que le catch c'est la WWE, c'est incroyablement faux. C'est juste, voilà. Et tout ce qui n'est pas la WWE a tendance à être regroupé. J'ai un truc dans l'œil. J'ai l'œil qui fait boubouic. A tendance à être regroupé sous l'appellation scène indépendante. Mais c'est une étiquette à définition variable. Mon compte secondaire dit « Bonjour Lynx, je me permets de te reposer une question, voire une autre. Penses-tu que l'introduction d'un titre féminin intermédiaire comme un titre de championne des États-Unis serait une bonne idée ?» Je finis ton message avant de répondre. Et aussi, penses-tu qu'un jour, Drew le Roux, la grosse roue plus connue comme Big Wheel dans le circuit indépendant, va arriver à la WWE pour affronter Drew? Connaissant le booking de la WWE, j'ai peur qu'il l'enterre.
c'est souriant. Ça veut dire Drew contre Drew. Drew versus Drew. Non, surtout pas un titre féminin intermédiaire. Regarde ce qu'ils font avec les titres par équipe féminin. Apprenez à booker le titre féminin secondaire, secondaire par équipe que vous avez, qui est censé être sur toutes les, qui est censé être sur toutes les divisions de la WWE. Il est censé être défendu à SmackDown, à Raw, à NXT, à NXT UK. Donc, c'est le titre pour lequel il devrait y avoir le plus de convergence. S'il rajoute un titre, ça va être une blague, quoi. Ça va être pire que le titre 24/7. Ça va être le titre de Lana, le titre de Tamina. Avec tout le respect que j'ai pour les catcheuses, évidemment, mais leur personnage, il vaut rien, quoi. Mais voilà, ça va être à ce niveau-là. Non, surtout pas un titre secondaire. Shadow Stickers me dit « Bonjour Lynx, content que tu ailles bien. » Ah bah ça c'est chouette alors. As-tu mis plus de F ou de S dans tes notes, sans compter R-Truth, évidemment. Je mets jamais F à R-Truth parce que j'en ai rien à foutre. Ah non, mince, excusez-moi, j'ai sauté une question. Je vais répondre à cette question-là d'abord, mais c'était la question de Val022002. Donc je vais répondre à cette question-là d'abord. Depuis que j'ai repris le catch, est-ce que j'ai mis plus de F ou de S dans mes notes? Je sais pas. Je crois que j'ai mis plus de S, mais je suis pas sûr. Et Shadow Stickers me dit bonsoir Lynx, content que tu ailles bien. Je t'entends souvent râler sur les bookers. Non. Ma question, est-ce que ce sont vraiment eux le problème ou est-ce que c'est Vince qui intervient sur chaque scénario pour en faire de la diarrhée? C'est ça. Et le problème, c'est même pas Vince, c'est la façon dont c'est construit, quoi. Les bookers n'écrivent les shows que pour Vince. C'est à lui qu'il faut que ça plaise. Et Vince McMahon a une vision très à lui, très particulière du catch et du monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, non, les bookers, ils ont un travail insupportable. Val022002 me dit, et dernière question, penses-tu que le Fiend sera présent à Elimination Chamber ou pas, sauf si tu prévois d'y répondre demain midi? Je prévois d'y répondre demain midi. Résultat qu'ils ont évoqué une hypothèse que j'ai trouvée vraiment cool. On va en parler demain midi. The Asian Kebab me dit, je suis le seul persuadé que Ali va coûter la place de Kofi Kingston pour Elimination Chamber. Je suis pas forcément un grand fan de Rétribution, mais ça me paraît tellement évident. C'est loin d'être évident, mais c'est une théorie que j'ai vue circuler beaucoup de fois, donc non, tu es loin d'être le seul. Vivian Science Games me dit, en vrai, The Fiend qui apparaît dans un des pods pour distraire Orton et redisparaître instantanément, tu serais hypé ou pas? Il y a une meilleure utilisation de The Fiend pour l'Elimination Chamber. On en parle demain midi, soyez là. Eclarius me dit coucou Lynx, donc concernant les autres sujets, allez on a bientôt fini, concernant les autres sujets, Eclarius me dit coucou Lynx, je jouerai plus tard à écrire ton nom de la pire manière possible, pas obligé. Je voulais te dire merci pour ton partage de passion, les moments tableaux sont pas mes préférés, mais au moins tu t'amuses et ça laisse du temps pour les messages. C'est pas une question de m'amuser, c'est une question de rentabiliser le temps que je fais le tableau. Ça c'est le truc que j'ai peut-être mal expliqué, c'est que quand j'ai eu l'idée de faire ces lives-là en faisant le tableau, en me disant, c'est quand même con parce que je mets vraiment beaucoup de temps à faire ce tableau et il me sert qu'une fois par an pour les stats annuels. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est des lives où je remplis le tableau, comme ça me permettrait de rentabiliser le temps où je fais le tableau, ça me permettrait que les gens voient de quoi il s'agit, ça me permettrait de parler des storylines que j'ai pas à essayer d'être très concis dans les pronostics, voilà. Et donc je fais pas les tableaux pour m'amuser, je fais les tableaux pour les stats annuels et je fais ces lives pour que vous participiez quand je fais le tableau, pour que je passe pas tout mon temps à faire que le tableau, quoi. Bref, pour les noms sur les images, parce que c'est une question que j'avais, ça sert pas quand les gens sont de dos, sinon est-ce que ça ne sert pas? Parce que je pense que c'est utile d'avoir le nom écrit. Pour moi, c'est bien d'avoir le nom écrit parce que j'ai pas toujours le meilleur accent, donc ça peut être utile. Sinon, je ne me souviens d'aucune promo dans les Raw français. Tes résumés m'ont permis d'apprendre plus sur Mustafa Ali. Par exemple, tu vois, ça sert d'avoir les noms parce que tu n'aurais pas écrit Mustafa Ali, M-O-U-S-T-A-P-H-A, si j'avais auto-completion pour les noms. Courage et continue. D'accord, ok. Tu sais pas comment s'écrit Mustafa Ali et tu l'assumes, d'accord. M-U-S-T-A-F-A. Et c'est pour ça que j'écris les noms sur les personnages, même quand ils sont de dos. Bcraft128 me dit « Hey Lynx » ou « Lynx très mal écrit comme tu le souhaites. Comment ça va? Très bien merci. J'ai enfin la possibilité de faire un petit coucou, donc voilà qui est fait, mais coucou à toi. Je passe pour dire que tes lives et rediffs sont vraiment sympas à regarder, pour que ce soit en écoute seulement ou avec les images. Passe une bonne journée, pareillement pour le chat et les gens en général, et à bientôt pour les pronos d'Elimination Chamber. #TeamReplay. Merci à toi d'être passé en live et bonjour sur le replay.
Amine 200 070 me dit salut Lynx, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je n'ai pas. Oh la vache. Ça va. Ça va. Je n'ai pas de questions. Tout tombé. Mais je t'envoie ce message pour te dire que je trouve ces lives vraiment super, que ce soit au niveau de leur format ou de la présentation. À part les moments où tu remplis le tableau, mais on est sur un ratio de 3 minutes, bof, pour 1h30 de plaisir. Donc bon, voilà. J'adore t'écouter parler de ce que tu aimes. Encore merci pour tout. Merci beaucoup à toi pour ton retour, ça me fait vraiment très plaisir. Jujulu 13ml me dit salut Lynx, as-tu un crush à la WWE ou à la AEW? Non, je n'ai pas de crush à la WWE ou à AEW. Non. Umbreo Nocti m'envoie un petit cœur. Merci beaucoup Caroline, c'est très gentil. Merci à Daytonchi01 pour son abonnement, c'est très gentil également. N'hésitez pas à suivre son exemple si vous avez envie. Vous aurez bientôt des emotes perso, poupou et hydratation. J'attends qu'il soit validé par Twitch. Mais voilà, ça devrait arriver. Areas Amon David me dit salut Lynx, je t'avais découvert il y a sûrement plus de 10 ans avec le point culture sur les zombies. Voilà, c'était juste pour un coucou, bon live. Merci beaucoup à toi et effectivement ça ne nous rajeunit pas. Luzeo33 dit mais non, t'es génial. J'imagine que tu réagis à ce que j'ai dit il y a quelques dizaines de minutes maintenant. Merci à toi. Et Yazidre me dit je suis pas là depuis longtemps donc je sais pas si la question a déjà été posée, mais est-ce que tu penses faire une vidéo les 50 meilleurs catcheurs de 2020? Oui, je vais vous tenir au courant. C'est toujours prévu, mais je dois finir le point culture pour la semaine prochaine, parce que j'ai une intégration, donc j'ai un contrat avec une marque, donc j'ai une deadline. Et je suis vraiment pas en avance, donc tous mes projets sont entre parenthèses le temps que je finisse ce point culture. Je continue de faire les lives sur le catch, mais j'ai arrêté mes heures de lecture quotidiennes. Je pense qu'il va y avoir que 3 bouquins dans le prochain point lecture. J'ai arrêté de travailler sur le stage de 2020. Bref, voilà, et je vais pas arrêter de travailler le dimanche comme je suis d'habitude. J'arrête tout pour finir ce point culture et je reprendrai le stage de 2020 après. Je prévois de le faire en live l'année prochaine pour pouvoir le faire plus vite, pour que ça aille plus... Paradoxalement, je pense que ça va être le cas où le faire en live sera plus rapide. Donc voilà, c'est les projets, c'est toujours prévu, ça sortira, j'espère que ça sortira courant mars, parce que c'est déjà aberrant de le sortir courant mars, donc j'espère que ça sera pas plus tard dans l'année. C'est toujours prévu, je vais le faire, vous inquiétez pas, et je vous tiens au courant de toute manière. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement, merci pour absolument tout ce que vous faites, c'est absolument fantastique. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai eu beaucoup d'abonnements lors de ce live et ça fait vraiment plaisir. C'est très chouette de se sentir soutenu dans ce projet-là, dans toute cette dimension catch de ma chaîne. Si vous voulez voir ce replay, je vous rappelle que c'est sur la chaîne YouTube Statch. Donc essayez de trouver un lien, je suis sûr que quelqu'un pourra vous passer un lien sans aucun problème si vous demandez poliment. Et on se donne rendez-vous demain pour faire les pronostics de Elimination Chamber. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. À demain pour ceux qui seront là demain. Ciao!